Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. La salle de bal de l'Hôtel Plaza à Manhattan bourdonnait de murmures de l'élite new-yorkaise. Les verres de champagne en cristal s'entrechoquaient. Les robes de créateurs effleuraient le marbre italien, et l'arôme des parfums coûteux se mêlait au son discret d'un orchestre. C'était le gala de charité le plus exclusif de l'année, où des millions de dollars seraient récoltés pour de nobles causes. Du moins, c'est ce que promettait l'invitation dorée. Crac. Le bruit résonna dans la salle de bal comme un coup de tonnerre par une journée ensoleillée, toutes les conversations s'arrêtèrent. 200 têtes se tournèrent simultanément vers le centre de la salle, où une femme en robe rouge sang se tenait, la main encore levée, tremblante de rage. Devant elle, un homme en smoking impeccable se tenait la joue, une marque rouge se formant sur sa joue droite. « Espèce d'arrogant !» cria Elise Harper, ses yeux verts scintillant de fureur. « Tu penses que tu peux tout acheter dans ce monde, y compris les gens ?» Nathan Caldwell, PDG de Caldwell Enterprises et l'un des hommes les plus riches d'Amérique, cligna des yeux plusieurs fois, encore en train de réaliser ce qui venait de se passer. Personne, et il le pensait vraiment, personne n'avait osé lever la main sur lui au cours des 15 dernières années. « Quoi ?» marmonna-t-il, plus choqué qu'irrité. « Quoi ? Tu m'as offert 100 000 $ pour passer la nuit avec toi. » Elise cracha presque les mots. « Je suis une journaliste respectée du New York Tribune, pas une croqueuse de diamants. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Les téléphones portables commencèrent à apparaître, les caméras se pointèrent discrètement sur la scène. Nathan réalisa qu'il était au centre de ce qui serait probablement le plus grand scandale social de l'année. « Écoute, il y a eu un malentendu, » commença-t-il, mais il fut interrompu. « Malentendu, mon œil. » Elise avança d'un pas, ses talons de 5 pouces la rendant encore plus imposante. « Tu es arrivé ici avec ton arrogance, ton sourire à 50 millions de dollars, et tu pensais que j'allais tomber à tes pieds comme toutes les autres. » Nathan ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose attira l'attention d'Elise. Ses yeux s'écarquillèrent, et toute couleur quitta son visage. « Non, » murmura-t-elle. S'approchant d'eux, un sourire malicieux sur le visage et une blonde artificielle accrochée à son bras, se trouvait Colin Ramsey, son ex-fiancé, l'homme qui l'avait trahi 3 mois plus tôt avec sa meilleure amie, détruisant non seulement son cœur mais aussi sa réputation dans le monde du journalisme. « Eh bien, si ce n'est pas la petite Elise Harper, » dit Colin, sa voix dégoulinant de fausse sympathie, « je vois que tu as enfin trouvé ton niveau. Jouer avec les grands te va bien. » La blonde à côté de lui rit comme une hyène, et Elise sentit le monde tourner autour d'elle. Toutes les caméras étaient maintenant pointées sur elle, capturant chaque seconde de son humiliation. C'est alors que cela se produisit. Nathan Caldwell, toujours marqué par la gifle, fit un pas à côté d'Elise. Sans prévenir, il l'attira à lui, une main ferme sur sa taille, l'autre relevant doucement son menton. « Désolé, chérie, » murmura-t-il, ses yeux bleus rencontrant les siens. « J'aurais dû faire ça il y a longtemps. » Et puis il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser timide ou hésitant. C'était un baiser de cinéma, du genre qui arrête le temps, fait exploser des feux d'artifice et fait disparaître le monde entier. Elise sentit ses genoux faiblir, ses mains agrippant automatiquement les revers de son smoking. Quand ils se séparèrent, la salle de bal était dans un silence complet. Colin avait pâli, la bouche ouverte de choc. La blonde à côté de lui semblait avoir avalé un poisson. Nathan garda Elise près de lui, ses lèvres s'incurvant en un sourire sincère, le premier depuis des années. « Maintenant, » dit-il, sa voix portant à travers la salle de bal, « quelqu'un a-t-il dit quelque chose à propos de ma fiancée ?» Elise le regarda, ses yeux encore voilés par le baiser, et murmura, « Tu es complètement fou. » « Complètement » acquiesça-t-il en embrassant son front. « Mais avouez, ça marchait. » Et pour la première fois en 3 mois, Elise Harper sourit sincèrement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce baiser avait non seulement changé sa soirée, mais toute sa vie. Les portes de l'ascenseur se fermèrent avec un doux tintement, offrant enfin un refuge au chaos qu'ils avaient laissé derrière eux dans la salle de bal du Plaza. Elise appuya son dos contre le mur en miroir, sa poitrine se soulevant et retombant rapidement alors que l'adrénaline commençait à s'estomper. « Bon, alors » commença-t-elle, puis s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux au beurre. « Qu'est-ce qui vient de se passer là, bah ?» Nathan desserra son nœud papillon. Un premier rire sincère depuis des mois s'échappant de ses lèvres. « Eh bien, voyons voir. Tu m'as giflé, tu m'as traité d'arrogant, je t'ai embrassé jusqu'à perdre la tête, et maintenant, apparemment, nous sommes fiancés. C'est insensé. » Elise se tourna pour lui faire face. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? D'ici demain matin, ça sera sur tous les sites de potins, tous les journaux, tous les rapports boursiers. » Nathan termina calmement. « Crois-moi, je sais exactement ce que j'ai fait. » L'ascenseur s'ouvrit au niveau du parking, et Nathan lui fit signe de le suivre. « Viens, nous devons parler quelque part en privé. »
Les paparazzi vont envahir le hall dans environ 10 minutes. Je ne peux pas simplement partir avec toi. Je ne te connais même pas. Mais même en protestant, Elise se retrouva à le suivre vers une Tesla noire élégante. Nathan Caldwell, 32 ans, PDG de Caldwell Enterprises, diplômé de la Harvard Business School, allergique aux crustacés, et apparemment excellent pour les fausses fiançailles improvisées, il ouvrit la portière côté passager pour elle. Voilà, maintenant tu me connais. Malgré tout, Elise sentit un sourire tirer sur ses lèvres. Ce n'est pas exactement une vérification complète des antécédents. Nous aurons tout le temps pour ça. Nathan attendit patiemment près de la portière ouverte. Écoute, je sais que c'est fou, mais ce type, Colin, il était sur le point de te détruire devant 200 personnes et une douzaine de caméras. Je ne pouvais pas rester là à regarder. La mention du nom de Colin fit se tordre l'estomac d'Élise. Elle se souvenait de l'humiliation dans sa voix, de la façon dont il l'avait regardée comme si elle était de la saleté sur sa chaussure. Sans un mot de plus, elle monta dans la voiture. Alors que Nathan traversait la circulation de Manhattan, Élise regardait par la fenêtre, assimilant les événements de la soirée. « Alors, quel est ton intérêt » demanda-t-elle soudainement. « Mon intérêt ? Personne ne fait quelque chose comme ça sans raison. Qu'est-ce que tu gagnes avec ces fausses fiançailles » Nathan resta silencieux un moment, contournant un taxi. « Tu veux vraiment savoir ? Je suis journaliste. Je veux toujours savoir. Ma grand-mère. » Il lui lança un bref regard. Margaret Caldwell, 87 ans, fondatrice de Caldwell Enterprises, est la femme la plus têtue de la côte Est. Elle me harcèle depuis 5 ans pour que je me pose. Le mois dernier, elle a menacé de léguer l'entreprise à mon cousin Ethan, si je ne présente pas une relation sérieuse d'ici Noël. Et Ethan est un playboy incompétent qui ruinerait l'entreprise en 6 mois. Nathan s'engagea dans le parking d'un immeuble d'appartements de luxe. Ma grand-mère a construit cet empire à partir de rien. Je ne peux pas laisser cela être détruit parce que je suis apparemment émotionnellement indisponible et marié à mon travail. Élise étudia son profil dans l'éclairage tamisé du garage. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression qui n'était pas présent au gala. Donc, tu as besoin d'une fausse fiancée, et tu as besoin de montrer à ton ex que tu es passé à des choses plus grandes et meilleures. Nathan coupa le moteur et la regarda directement. C'est un arrangement mutuellement bénéfique. C'est complètement fou. Les meilleurs plans le sont généralement. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 42e étage, et quand Nathan ouvrit la porte de son Penthouse, Élise retint son souffle. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park, et l'appartement était décoré avec une élégance discrète qui criait le goût coûteux. « Bel endroit », dit-elle, essayant de paraître impassible. « Merci. Mon décorateur a un excellent goût pour les meubles hors de prix. » Nathan se dirigea vers la cuisine. « Café, vin, quelque chose de plus fort ?» Je pense que cette conversation nécessite de la caféine ou de l'alcool. Les cafés, ça ira. Élise s'approcha des fenêtres, regardant les lumières scintillantes de la ville. Alors, comment cela fonctionnerait-il? Ces fausses fiançailles. Il faudrait que ce soit crédible. Nathan démarra la machine à expresso. Des apparitions publiques, des publications sur les réseaux sociaux, peut-être que tu pourrais emménager ici pendant un certain temps. Wow! Attends. Élise se retourna. Emménager? Je te connais à peine. Des chambres séparées, évidemment. Nathan leva les mains. Cet endroit a 4 chambres. Tu aurais une intimité totale. Et combien de temps durait cette mascarade? 6 mois, peut-être oui. Assez longtemps pour que ma grand-mère croie que c'est sérieux. Assez longtemps pour que l'attention des médias aide ta carrière à se remettre de ce que Colin a fait pour l'endommager. Élise resta silencieuse, réfléchissant. La vérité était que la trahison de Colin avait fait plus que briser son cœur. Il avait répandu des rumeurs sur son éthique de journaliste, remis en question ses sources, fait douter ses rédacteurs de sa crédibilité. Le scandale de ce soir, s'il était bien tourné, pourrait en faire réhabiliter son image. « Je voudrais un contrat », dit-elle enfin. Bien sûr, avec des termes spécifiques, des limites, des clauses de sortie, absolument. Et tu gardes mon appartement. Ce serait juste pour les apparences. Tout ce qui te met à l'aise. Nathan lui tendit un cappuccino parfait, leurs doigts se frôlant lorsqu'elle prit la tasse. Le contact envoya une secousse inattendue à travers elle, et à la façon dont les yeux de Nathan s'écarquillèrent légèrement, elle sut qu'il l'avait ressenti aussi. « Il y a une autre chose, » dit-elle, prenant une gorgée de café pour se stabiliser. « Quoi donc? Ce baiser? Ça ne peut pas se reproduire. » Nathan étudia son visage un long moment. « Parce que tu n'as pas aimé ?» Élise sentit la chaleur monter à ses joues. « Parce que j'ai trop aimé. » Un sourire lent se répandit sur le visage de Nathan. « Ça va être intéressant. Ça va être compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. » À l'extérieur des fenêtres du Penthouse, New York scintillait comme une promesse d'aventure. Aucun d'eux ne savait que leur fausse fiançaille allait devenir la chose la plus réelle qu'ils aient jamais vécue. Le lendemain matin arriva avec la subtilité d'un train de marchandises.
Le téléphone d'Élise vibrait sans arrêt depuis 6 h du matin. Et quand elle regarda enfin l'écran, elle avait 47 appels manqués, 93 messages textes, et environ 200 notifications sur les réseaux sociaux. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, faisant défiler les gros titres sur son téléphone. La fiancée mystérieuse de Caldwell. Qui est Élise Harper? De la gifle au baiser, le moment le plus choquant du gala du Plaza. Les fiançailles surprises du milliardaire secouent Wall Street. La sonnette de son appartement retentit avec insistance. À travers l'interphone, elle entendit la voix de sa meilleure amie Lila. « Élise Marie Harper, ouvre cette porte tout de suite, ou j'appelle les pompiers. » 5 minutes plus tard, Lila Nguyen fit irruption par la porte comme une petite tornade, son sac à main de créateur se balançant dangereusement alors qu'elle agitait une pile de journaux. « C'est quoi ce bordel ?» Lila claqua les journaux sur la table basse d'Élise. « Tu te fiances à Nathan Caldwell et tu ne dis rien à ta meilleure amie? J'ai dû la prendre par page 6. Lila, je peux expliquer. Tu as intérêt. Sais-tu qui est cet homme? Il figure sur la liste des célibataires les plus convoités de Forbes depuis 3 ans. Sa fortune a plus de zéro que mon numéro de téléphone. » Le téléphone d'Élise sonna. Le nom de Nathan apparut à l'écran. « C'est lui, dit-elle faiblement. Réponds. » Lila cria presque. « Mets-le sur haut-parleur. »« Bonjour, Nathan. »« Bonjour, chérie. » Sa voix était chaude d'amusement. « Je suppose que tu as vu les nouvelles. Difficile à manquer quand il y a des photographes campés devant mon immeuble. »« Ah, oui. J'ai être sous-estimé l'intérêt des médias. Mon assistante s'occupe des communiqués de presse, mais nous devons nous rencontrer aujourd'hui pour finaliser notre arrangement. » Les yeux de Lila semblaient sortir de leurs orbites. Elle attrapa un carnet et griffonna. « Demande-lui pour le baiser. » Élise repoussa le carnet. « Où veux-tu qu'on se retrouve? » « Au cabinet de mon avocat. Il faudra rendre cela officiel si nous voulons que ça marche. Peux-tu être chez Bennett, Black & Associates à 11h? J'y serai. Oh, et Élise, tu devrais être utiliser l'entrée de service. » L'entrée de l'immeuble ressemble à un cirque médiatique. Après avoir raccroché, Élise se tourna pour faire face au regard impatient de Lila. « Raconte. Tout. » 2 heures plus tard, Élise était assise dans la salle de conférence la plus intimidante qu'elle ait jamais vue, en face de Nathan, et d'un avocat qui semblait facturer plus à l'heure qu'elle ne gagnait en un mois. « Les termes sont assez simples, » dit Thomas Bennett, faisant glisser un épais document sur la table en acajou, un engagement de 6 mois avec une option de prolongation si les deux parties sont d'accord. Mademoiselle Harper recevra une allocation mensuelle de $50 000. 50 000? Élise manqua de s'étouffer avec son café. « C'est ridicule. Je n'ai pas besoin. Tu auras besoin de nouveaux vêtements, accessoires, et de la capacité d'assister à des événements sans t'inquiéter de ton travail habituel, » interrompit Nathan avec aisance. « Considère cela comme des honoraires de performance. » L'avocat poursuivit. « Apparition publique commune au minimum 2 fois par semaine. Arrangement de vie séparé, bien que Mademoiselle Harper aura accès aux pantoufles de M. Caldwell pour les apparences. Pas d'implication romantique avec des tiers pendant la période du contrat. Et une implication romantique réelle entre nous? » demanda Élise, regrettant immédiatement lorsque Nathan haussa un sourcil. « Cela n'est pas couvert par le contrat, » répondit l'avocat diplomatiquement. « Ça devrait l'être, » dit Élise fermement. « Pas d'implication romantique, point final. C'est une affaire. » Nathan sembla amusé. « Si c'est ce que tu veux, c'est d'accord. Mais qu'en est-il des contacts physiques pour les apparences? Se tenir la main, s'embrasser lors d'événements? » Élise sentit ses joues chauffer. « Contact physique minimal, et absolument plus de baisers surprise. Même si ton ex réapparaît? Surtout si mon ex réapparaît. » L'avocat tapait frénétiquement des notes. Devrions-nous définir le contact physique minimal plus précisément? Juste à ce moment, la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Une petite femme âgée aux cheveux argentés, vêtue d'un tailleur Chanel qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Élise, entra avec l'autorité de quelqu'un habitué à posséder chaque pièce dans laquelle elle entrait. Nathan Alexander Caldwell. Qu'est-ce que ce non-sens que je lis dans les journaux? Nathan se leva immédiatement, son comportement changeant entièrement. « Grand-mère. J'aimerais te présenter. Je sais exactement qui elle est. » Les yeux bleus perçants de Margaret Caldwell, si semblables à ceux de Nathan, se fixèrent sur Élise. « La question est, quelles sont ses intentions envers mon petit-fils? » Élise se leva également, tendant la main. « Madame Caldwell, c'est un plaisir de... » « C'est Smala Caldwell. Je n'ai jamais pris le nom de mon mari. » La poignée de main de Margaret était ferme, son regard évaluateur. « J'ai construit cette entreprise quand les femmes n'étaient même pas autorisées dans les salles de conseil. Je n'ai pas besoin du nom d'un homme pour me définir. Je respecte cela, » dit Élise sincèrement. « J'ai lu sur votre carrière. Ce que vous avez accompli dans les années 70 et 80 était remarquable. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement. « Tu as fait tes recherches. Je suis journaliste. Les recherches, c'est ce que je fais. » « Bien.
Je déteste les gens qui parlent par ignorance. Margaret se tourna vers Nathan. Est-ce réel, ou est-ce une autre de tes manigances pour me faire cesser de te harceler à propos du mariage? La pièce devint silencieuse. Nathan et Élise échangèrent un regard. C'est réel, grand-mère, dit Nathan doucement. Margaret les étudia tous les deux. Alors je suppose que vous ne verrez pas d'inconvénient à vous joindre à moi pour le dîner dimanche. Tous les deux, au domaine. Ce n'était pas une question. Bien sûr, entendit Élise répondre. Nous serions ravis. Après que Margaret fut partie avec la force d'un ouragan qui s'éloigne, Élise se laissa tomber dans son fauteuil. Ta grand-mère est terrifiante. Elle est aussi incroyablement intelligente. Si quelqu'un peut voir à travers cela, c'est elle. Alors nous ferions mieux de rendre cela convaincant. Nathan se pencha en arrière dans son fauteuil, l'étudiant. Tu sais, pour quelqu'un qui a insisté sur l'absence d'implication romantique, tu es sacrément doué pour jouer la fiancée dévouée. Je suis une bonne actrice quand il le faut. C'est tout ce que c'est? Jouer la comédie? Élise rencontra son regard directement. Qu'est-ce que ce serait d'autre? Nathan sourit, mais quelque chose dans ses yeux suggérait que la question était plus compliquée qu'aucun d'eux ne voulait l'admettre. Je suppose que nous le découvrirons. Alors qu'ils signaient le contrat, aucun d'eux ne remarqua la petite clause à la page 12 que Thomas Bennett avait discrètement ajoutée. Cet accord peut être résilié de manière anticipée par consentement mutuel ou par un attachement romantique authentique entre les parties. Certains avocats, semblait-il, étaient des romantiques incurables. Le domaine Caldwell s'étendait sur 20 acres de terrain de choix dans les Hamptons, comme quelque chose tout droit sorti d'un roman de Gatsby. Alors que la Tesla de Nathan remontait l'allée circulaire, Élise pressa son visage contre la fenêtre, admirant les jardins impeccablement entretenus, la fontaine qui coûtait probablement plus que son salaire annuel, et le manoir qui semblait s'étendre à l'infini. Tu as grandi ici? Demanda-t-elle, elle, essayant de garder l'émerveillement hors de sa voix. Malheureusement, répondit Nathan, ses jointures blanchissant sur le volant, chaque été, chaque vacances, chaque week-end. Mes parents pensaient que j'avais besoin de renforcer mon caractère. Qu'est-ce qui ne va pas avec le renforcement du caractère? Rien? Quand cela n'implique pas d'être jeté dans une piscine à 5h du matin parce que les Caldwell ne dorment pas après le lever du soleil ou de devoir réciter des rapports de bénéfices trimestriels au petit déjeuner quand on a 8 ans. Élise étudia son profil, voyant une tension dans la mâchoire. Ta grand-mère t'a élevé. Après que mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 12 ans. Oui, Margaret est devenue ma tutrice, ma mentor, et ma plus grande critique, tout cela dans un package terrifiant. La vulnérabilité dans sa voix l'a pris par surprise. Au cours des quelques jours depuis le début de leur arrangement, elle avait vu le PDG confiant, la figure publique charmante, même le petit-fils frustré. Mais c'était le premier aperçu du garçon qui avait perdu ses parents et avait été plongé dans un monde d'attentes impossibles. Nathan, je suis désolé. Yana passe. C'est bon, dit-il rapidement, se garant devant les immenses portes en chêne. C'est de l'histoire ancienne. De plus, elle m'a préparé à diriger l'entreprise. J'aimerais juste que le coût n'ait pas été aussi élevé. Avant qu'Élise ne puisse répondre, les portes d'entrée s'ouvrirent, et un majordome qui aurait pu être choisi pour Downton Abbey apparut. Maître Nathan, bienvenue à la maison. Mademoiselle Caldwell vous attend dans le jardin de roses. Merci. Winston. Comment va-t-elle cette semaine? L'expression de Winston resta parfaitement neutre, mais Élise capta un léger tic de son sourcil. Énergique, monsieur. Elle a licencié 3 jardiniers et réorganisé toute la cave à vin encore une fois. Nathan gémit. Elle est nerveuse. Tiens, est-ce mais bon? Ils traversèrent le manoir, et Élise essaya de ne pas fixer les peintures à l'huile probablement plus précieuses que la maison de la plupart des gens, les lustres en cristal projetant des prismes arc-en-ciel sur les sols en marbre, et les meubles anciens qui semblaient appartenir à un musée. Détends-toi, murmura Nathan, lui offrant son bras alors qu'ils approchaient du jardin de roses. On dirait que tu vas affronter un peloton d'exécution. Ce n'est pas le cas? Probablement. Ce n'est pas rassurant. Je ne suis pas doué pour rassurer. Je suis meilleur en honnêteté. Le jardin de roses était un chef-d'œuvre d'architecture paysagère, avec des centaines de roses de toutes les couleurs imaginables, créant une tapisserie vivante autour d'un kiosque central. Margaret Caldwell était assise à une élégante table en fer forgé, vêtue d'une robe en soie lavande qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'Élise, ses cheveux argentés parfaitement coiffés et sa posture droite comme un nid. Vous êtes en retard de 3 minutes, dit-elle sans lever les yeux de son journal. La circulation, répondit Nathan, tirant la chaise d'Élise avant de prendre la sienne. Il n'y a pas de circulation sur une route privée, Nathan. Margaret plia son journal avec une précision militaire et posa son regard perçant sur Élise. Tu as l'air nerveuse, ma chère. Un peu, admit Élise. Je veux faire une bonne impression. Bien. Je méprise les gens qui se moquent de ce que les autres pensent. Cela montre un manque de respect. Margaret versa du thé d'un service en argent orné. Maintenant, parle-moi de toi.
Et ne me donne pas la version édulcorée que tu donnerais à un reporter. Je veux la vraie histoire. Élise accepta la délicate tasse en porcelaine, consciente qu'elle tenait probablement quelque chose valant plus que sa voiture. Que veux-tu savoir? Tout. Commence par ton enfance. Pendant l'heure suivante, Margaret interrogea Élise avec la précision d'une enquêtrice chevronnée. Elle voulait tout savoir sur l'éducation de classe moyenne d'Élise dans l'Ohio, son diplôme de journalisme de Northwestern, sa carrière aux tribunes, ses livres préférés, ses opinions politiques, ses pensées sur l'art moderne, et son opinion sur l'état actuel du journalisme d'investigation. Tout au long, Nathan resta silencieux, remplissant occasionnellement les tasses de thé ou offrant des sourires encourageants, mais surtout observant les deux femmes les plus importantes de sa vie se jauger. Et cet ex-fiancé, dit Margaret, coupant dans un saumon parfaitement préparé, celui qui a fait une telle scène au plaza. Parlez-moi de lui. La fourchette d'Élise s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Colin, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous étions ensemble pendant 2 ans, fiancés pendant 6 mois. Il a fait de mauvais choix. Il t'a trompé, dit Margaret franchement. Avec ta meilleure amie, si les colonnes de Potin sont exactes. Grand-mère, avertit Nathan. Je ne pose pas la question pour être cruel, Nathan. Je pose la question parce que je veux comprendre quel genre d'homme serait assez fou pour perdre une femme comme Élise. Élise sentit la chaleur monter à ses joues. Colin pensait que j'étais trop ambitieuse, trop concentrée sur ma carrière. Il voulait quelqu'un qui se contenterait d'être un accessoire dans sa vie plutôt que de construire la sienne. Et toi, que voulais-tu? Je voulais quelqu'un qui comprenne que aimer quelqu'un signifie soutenir ses rêves, pas essayer de les réduire pour correspondre à ses propres insécurités. Les yeux de Margaret s'aiguisèrent d'intérêt. Une excellente réponse. Et que veux-tu de Nathan? La question flottait dans l'air comme un défi. Élise sentit Nathan se tendre à côté d'elle, et elle réalisa que c'était le moment qui déterminerait si Margaret verrait à travers leur mascarade. Je veux quelqu'un qui me voit comme une égale, dit Élise honnêtement. Quelqu'un qui me pousse à être meilleur sans essayer de changer qui je suis. Quelqu'un qui n'est pas menacé par mon succès parce qu'il est sûr du sien. Et penses-tu que Nathan est cet homme? Élise regarda Nathan, voyant quelque chose de vulnérable et d'espiègle dans ses yeux bleus. Je pense qu'il a le potentiel pour l'être. Ce n'était pas un mensonge, réalisa-t-elle avec surprise. Au cours des derniers jours, elle avait vu des aperçus de l'homme sous l'apparence du milliardaire, la façon dont il l'avait protégé de l'humiliation de Colin, la manière dont il avait pris soin de respecter ses limites même en négociant leur arrangement, la façon dont il avait montré une véritable préoccupation pour son confort et sa sécurité. Margaret hocha la tête avec approbation. Nathan, accompagne-moi à la serre. Je veux te montrer les nouvelles orchidées. Nathan sembla confus. Mais nous n'avons pas fini. Maintenant, Nathan. Ce n'était clairement pas une demande. Nathan serra brièvement la main d'Élise avant de suivre sa grand-mère à travers le jardin, laissant Élise seule avec ses pensées et un sentiment croissant de malaise. 20 minutes plus tard, ils revinrent, Margaret semblant satisfaite et Nathan ayant l'air d'avoir subi un interrogatoire. Eh bien, annonça Margaret, se réinstallant dans son fauteuil, j'ai pris ma décision. Ta décision? Demanda Élise. À propos de si j'approuve ses fiançailles. Le sourire de Margaret était aiguisé. Je les approuve, sous condition. Sous condition? Répéta Nathan. Vous resterez tous les deux ici pendant les 2 prochaines semaines. Considérez cela comme une fête de fiançailles prolongée. Je veux observer comment vous interagissez, quand vous pensez que personne ne regarde. La tasse de thé d'Élise tinta contre sa soucoupe. Resterici? Ensemble? Des chambres séparées, naturellement. Je ne suis pas complètement barbare. Les yeux de Margaret pétillèrent de malice. Mais si vous êtes vraiment fiancés, vous devriez être à l'aise en compagnie l'un de l'autre pendant plus de quelques heures à la fois. Grand-mère, ce n'est pas nécessaire, commença Nathan. C'est absolument nécessaire. Ethan est passé hier, posant des questions pointues sur tes fiançailles soudaines. Il semble penser que le moment est plutôt opportun. La mention du cousin de Nathan fit se crisper sa mâchoire. Ethan peut penser ce qu'il veut. Ethan peut aussi contester mon testament s'il pense que tu me trompes. La voix de Margaret portait une pointe d'acier. 2 semaines, Nathan. Prouve-moi que c'est réel, et j'annoncerai mes plans de succession lors de la réunion du conseil d'administration de l'entreprise. Échoue à me convaincre. Et je considérais sérieusement l'aptitude d'Ethan au leadership. Élise et Nathan échangèrent un regard. Ils étaient piégés, et Margaret le savait. D'accord, dit Nathan finalement. 2 semaines. Excellent. Winston prépara la suite bleue pour Élise et s'assura que ta chambre habituelle est prête, Nathan. Margaret se leva, lissant sa robe. Le dîner est à 19h. Le code vestimentaire est formel, et nous serons rejoints par les Langlais et les Thornton. Il meurt d'envie de rencontrer la mystérieuse fiancée de Nathan. Après que Margaret fut partie avec la grâce d'une reine, Élise et Nathan restèrent assis dans un silence abasourdi. 2 semaines, dit Élise finalement. 2 semaines, acquiesça Nathan, avec des dîners, des codes vestimentaires formels,
une observation constante et Ethan qui rôde à la recherche de preuves que nous jouons la comédie. Elise se leva, faisant les 100 pas autour des rosiers. Ça devient compliqué. Ça allait toujours être compliqué. Pas à ce point. Je pensais que nous assisterions à quelques événements, que nous souririons pour quelques photos, et que ce serait fini. Je n'ai pas signé pour des vacances familiales prolongées et des évaluations psychologiques. Nathan se leva également, attrapant doucement son bras pour arrêter son va-et-vient. Et, nous pouvons gérer ça. Pouvons-nous? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est complètement dépassé. Peut-être que oui. Nathan s'approcha, sa voix tombant dans ce ton chaleureux et intime qui faisait frissonner son estomac. Mais nous sommes là, dedans ensemble. Pendant un moment, ils restèrent là dans le jardin de roses, entourés par l'odeur des fleurs et le son des vagues de l'océan au loin, et Elise sentit l'attraction dangereuse de commencer à vraiment se soucier de cet homme. Le cadre était romantique. Ses yeux étaient sincères, et elle se souvenait exactement pourquoi ce baiser au plaza avait été si bouleversant. « Nathan » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le bruit de pas sur le chemin du jardin. Un homme qui ressemblait à une version plus jeune et moins raffinée de Nathan s'approcha d'eux avec un sourire en coin qui mit immédiatement Elise sur ses gardes. « Eh bien, si ce n'est pas le couple heureux, » dit-il, sa voix dégoulinant de charme faux. « Ethan Caldwell. J'avais hâte de rencontrer la femme qui a finalement dompté mon cousin. » Tout le corps de Nathan se tendit. « Ethan, je ne savais pas que tu passais aujourd'hui. Margaret m'a invité pour le dîner, elle a dit qu'elle voulait que toute la famille rencontre Elise. » Le sourire d'Ethan était prédateur. « Je dois dire, Nathan, tes fiançailles sont une sacrée surprise. Si sodaine, si opportune. L'amour ne suit pas un calendrier, dit Elise avec aisance, glissant sa main dans celle de Nathan. Coin on sait. Comme c'est romantique, répondit Ethan, son ton suggérant qu'il trouvait cela tout sauf romantique. Et depuis combien de temps vous voyez-vous avant l'incident du plaza? Je veux dire, c'était un piège, et ils le savaient tous. Toute réponse qu'il donnait pouvait être vérifiée, investiguée, démentie. Est-ce que ça importe? Demanda Nathan, sa voix dangereusement calme. Nous sommes ensemble maintenant. Bien sûr que ça importe. Je suis juste curieux du calendrier. Ce n'est pas tous les jours que le célibataire le plus convoité d'Amérique se fait gifler et fiancer dans la même soirée. Elise sentit la main de Nathan se resserrer autour de la sienne, et elle réalisa qu'il était sur le point de dire quelque chose qui ferait totalement échouer leur couverture. Agissant par instinct, elle se rapprocha de lui, posant sa main libre sur son torse. En fait, nous gardions les choses privées depuis des mois, dit-elle, levant les yeux vers Nathan avec ce qu'elle espérait être une adoration convaincante. Nathan voulait s'assurer que je pouvais gérer l'attention des médias avant de rendre cela public. L'incident du plaza a simplement accéléré notre calendrier. Comme c'est attentionné de sa part, dit Ethan, n'en croyant pas un mot. Et je suppose que vous avez des photos ensemble, des messages textes, une sorte de preuve de cette relation secrète. Nous ne sommes pas en procès ici, Ethan, dit Nathan froidement. Vraiment? Le sourire d'Ethan devint aiguisé. Margaret vieillit, Nathan. Elle est plus confiante qu'avant. Mais pas moi. Et si je découvre que tu mènes une sorte d'escroquerie pour sécuriser ton héritage? Tcha soufit. Nathan avança, et pendant un moment, Elise pensa qu'il pourrait réellement frapper son cousin. Messieurs, la voix de Margaret trancha la tension comme une lame. Elle s'approcha de la maison, ayant clairement entendu chaque mot. Je pense que c'est assez de liens familiaux pour un après-midi. Ethan, tu es en avance pour le dîner. Nathan, pourrais-tu montrer sa chambre à Elise pour qu'elle puisse se rafraîchir? C'était un renvoi, et tout le monde le savait. Ethan leur lança un dernier regard calculateur avant de suivre Margaret vers la maison. Eh bien, dit Elise quand ils furent seuls, ton cousin semble charmant. Ethan a toujours été un serpent. Nathan passa une main dans ses cheveux. Mais il n'a pas tort. Nous devons être plus prudents. S'il découvre que nous jouons la comédie, alors nous ne le laissons pas découvrir. Elise redressa ses épaules avec détermination. Nous rendons cela si convaincant que même lui ne pourra pas y trouver de faille. Et comment faisons-nous cela? Elise le regarda longuement, pesant ses options. Nous devenons le couple que nous prétendons être en public, en privé, partout sauf derrière les portes closes. Nous apprenons les habitudes de l'autre, partageons des blagues internes, agissons comme des gens réellement amoureux. Tu penses que tu peux simuler être amoureuse de moi pendant 2 semaines? La question était décontractée, mais quelque chose dans ses yeux suggérait que la réponse comptait plus qu'elle ne le devrait. Je suis une très bonne actrice quand il le faut, répondit-elle. Mais même en le disant, elle se demanda si elle essayait de le convaincre ou de se convaincre elle-même. Alors mettons en scène la performance de notre vie. Alors qu'ils retournaient vers la maison main dans la main pour le bénéfice des regards indiscrets, aucun d'eux n'admit la suspicion croissante que la frontière entre la performance et la réalité devenait dangereusement floue. Les 2 semaines suivantes, réalisa Elise, allaient tester plus que leur talent d'acteur. Elles allaient mettre à l'épreuve chaque mur soigneusement construit autour de son cœur.
Et elle était terrifiée que Nathan Caldwell puisse être le seul homme capable de les faire tous tomber. La suite bleue était environ 3 fois plus grande que l'appartement d'Elise à Manhattan, avec un coin salon, une salle de bain en marbre qui semblait appartenir à un spa de luxe, et un lit à baldaquin qui pourrait confortablement accueillir 4 personnes. Alors que Winston finissait de placer ses sacs rapidement emballés dans le dressing, Elise se tenait aux fenêtres du sol au plafond, regardant le soleil se coucher sur l'océan Atlantique. « Y aura-t-il autre chose, mademoiselle Harper ?» demanda Winston avec le genre de professionnalisme poli, qui vient de décennies de service auprès des extrêmement riches. « En fait, oui. Depuis combien de temps travaillez-vous pour la famille Caldwell ?» L'expression de Winston s'adoucit légèrement. « 37 ans, mademoiselle. J'ai commencé comme valet de pied quand le père de maître Nathan était encore en vie. » Comment était Nathan enfant? Le majordome resta silencieux un moment, pesant clairement ce qu'il devait révéler. Curieux, brillant, seul, je pense, surtout après l'accident. Il passait des heures dans la bibliothèque, lisant tout ce qu'il pouvait trouver. Mademoiselle Margaret pensait que l'éducation était le remède au chagrin. Et l'était-ce? Maître Nathan a appris à cacher ses émotions très bien. Si c'est la même chose que guérir. Winston haussa les épaules diplomatiquement. Peut-être serez-vous celle qui en jugera, mademoiselle. Après le départ de Winston, Elise déballa ses quelques affaires, se sentant de plus en plus déplacée parmi les tapisseries en soie et les meubles anciens. Elle avait apporté des jeans et des robes décontractées, totalement non préparées pour un séjour de 2 semaines dans ce qui était essentiellement un palais. Un léger coup à la porte communicante la fit se figer. Elle avait remarqué la porte plus tôt mais supposait qu'elle menait à une salle de bain ou à un placard. « Élise, c'est Nathan. Puis-je entrer ?» Elle ouvrit la porte pour le trouver debout dans ce qui était clairement sa chambre d'enfance, bien que mise à jour avec des meubles d'adulte. Les murs étaient bordés d'étagères de livres, et elle pouvait voir des diplômes et des récompenses exposés avec une précision muséale. « Des chambres communicantes, dit-elle, haussant un sourcil. L'idée de subtilité de Margaret, répondit-il avec un sourire ironique. Ne t'inquiète pas, la porte se verrouille des 2 côtés. Je voulais juste vérifier si tu vas bien avec tout ça. Défini, bien. Nathan s'appuya contre le cadre de la porte, et Élise ne put s'empêcher de remarquer à quel point il semblait différent en vêtements décontractés. Le jean et le pull bleu marine le rendaient plus jeune, plus accessible, moins comme le PDG intimidant et plus comme le garçon décrit par Winston. Ce que ça vaut, je suis désolé pour Ethan. Il a toujours été jaloux de ma position dans la famille, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi agressif. C'est bon. J'ai déjà géré des sources hostiles. Élise s'assit sur le bord de l'énorme lit, mais nous devons parler de notre histoire. Il va continuer à nous tester, et nous devons avoir des réponses cohérentes. D'accord. Veux-tu prendre un café et régler ça? Il y a un bureau au bout du couloir qui est plus privé. 20 minutes plus tard, ils étaient installés dans un bureau confortable avec des carnets, du café, et ce qui ressemblait à des devoirs. Nathan avait allumé un feu dans la cheminée, et toute la scène semblait si domestique qu'Élise dut se rappeler que tout cela était une comédie. Bon, dit-elle, le stylo prêt au-dessus du papier. Comment nous sommes-nous rencontrés? Dans un café, suggéra Nathan. Trop cliché. De plus, je ne bois pas de café, je suis snob concernant ma caféine. Bon à savoir. Librairie? Mieux. Laquelle? The Strand. Tu étais dans la section journalisme. J'étais dans la section affaires. Tu as fait tomber un livre. Je l'ai ramassé. Nous avons commencé à parler d'éthique des médias à l'ère numérique. Elisa termina. C'est crédible. J'y pense vraiment beaucoup de temps. Parfait. Quand était-ce? Il y a 8 mois. Le 15 octobre. Cela nous donne le temps d'avoir développé une vraie relation avant de rendre cela public. Pendant les 2 heures suivantes, ils façonnèrent leur histoire d'amour fictive avec l'attention aux détails de scénaristes. Leur premier rendez-vous était un dîner dans un petit restaurant italien à Little Italy. Nathan avait été nerveux et avait renversé du vin sur sa chemise. Élise avait ri et proposé de l'emmener à son pressing. Leur premier baiser eut lieu 3 semaines plus tard sur le pont de Brooklyn au coucher du soleil parce que Nathan voulait lui montrer la vue de Manhattan depuis son endroit préféré. C'est presque amusant, admit Élise, regardant leur chronologie. Nous devrions écrire des romans d'amour. Je ne pense pas que les PDG milliardaires soient autorisés à écrire des romans d'amour. C'est probablement contre un code de masculinité. Qui le dit? Mes professeurs de l'école de commerce, mon conseil d'administration, et à peu près tous les magazines d'affaires qui m'ont profilé. Élise étudia son visage. Est-ce que tu te fatigues parfois de tout ça? Les attentes, la gestion de l'image, la performance constante? Nathan resta silencieux un long moment, regardant dans le feu. Chaque jour. Mais c'est le prix du succès, non? Tu deviens ce que les gens ont besoin que tu sois, pas ce que tu veux être. Et que veux-tu être? Honnêtement, je n'en ai plus aucune idée. J'ai été Nathan Caldwell, PDG, depuis si longtemps que je ne suis pas sûr de qui je suis en dessous de tout cela. La vulnérabilité dans sa voix serra la poitrine d'Élise. Eh bien,
Ce que ça vaut, j'aime la version de toi que j'ai vue cette semaine. Celle qui protège les gens de l'humiliation et fait des blagues terribles sur ses meubles. Tu penses que mes blagues sont terribles? Objectivement affreuses, mais d'une manière attachante. Nathan rit, et le son était si sincère, si différent de son personnage public poli, qu'Élise sentit quelque chose de dangereux frissonner dans sa poitrine. Nous devrions probablement dormir un peu, dit-elle, se levant rapidement. Grande journée demain. Faire semblant d'être follement amoureux. Jace Cha. Faire semblant. Quelque chose dans son ton la fit se retourner vers lui, mais son expression était indéchiffrable. Le lendemain matin, Élise se réveilla à l'odeur du bacon et du café montant de la cuisine. Elle avait mieux dormi qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, peut-être parce que le lit était comme dormir sur un nuage, ou peut-être parce qu'elle s'était sentie plus en sécurité, sachant que Nathan était dans la pièce d'à côté. Quand elle descendit, elle trouva Margaret dans le coin petit déjeuner, lisant ce qui semblait être 3 journaux différents simultanément tout en prenant des notes dans un agenda relié de cuir. « Bonjour, ma chère. J'espère que tu as bien dormi. Comme un bébé, merci. C'est une maison magnifique. Ça devrait l'être. Elle a coûté assez cher. » Margaret fit un geste vers la chaise en face d'elle. Nathan est sorti pour son jogging matinal. Il sera de retour dans 1 heure. Café? Margaret versa du café d'un service en argent, et Élise accepta la tasse avec gratitude. Je suppose que tu te demandes pourquoi j'ai vraiment insisté sur cet arrangement de 2 semaines, dit Margaret sans préambule. L'idée m'a traversé l'esprit. Nathan est seul depuis trop longtemps. Oh, il a eu des petites amies, mais rien de sérieux. Rien qui ne le défie ou ne le fasse grandir en tant que personne. Les yeux perçants de Margaret se fixèrent sur Élise. Il a besoin de quelqu'un qui ne sera pas intimidé par son succès ou impressionné par son argent. Et tu penses que je suis cette personne? Je pense que tu l'as giflé devant 200 personnes et que tu ne t'es pas excusé. Cela suggère une certaine force de caractère. Élise manqua de s'étouffer avec son café. Tu approuves que j'ai giflé ton petit-fils? J'approuve que tu le traites comme un être humain plutôt qu'un compte en banque. Le sourire de Margaret était aiguisé. Trop de gens dans la vie de Nathan veulent quelque chose de lui, de l'argent, des relations, une gloire par procuration. Tu sembles vouloir qu'il soit meilleur qu'il ne l'est. Je le connais à peine. Peut-être, mais tu le vois clairement, ce qui est plus que ce que la plupart des gens réussissent. Avant qu'Élise ne puisse répondre, Nathan apparut dans l'encadrement de la porte, en sueur de son jogging et paraissant bien trop attirant pour quelqu'un qui venait de faire de l'exercice pendant 1 heure. « Bonjour », dit-il, embrassant la joue d'Élise dans ce qu'elle supposa être une performance pour Margaret. L'intimité décontractée du geste envoya une secousse inattendue à travers son système. « Bonjour. Bon jogging. Soupa. » Le sentier de la plage est parfait à cette période de l'année. Il se versa du café et s'assit à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne mélangée à l'air de l'océan. « Quel est le programme pour aujourd'hui? Margaret me parlait justement de ton besoin d'enfance de quelqu'un pour te défier, dit Élise avec douceur. Nathan lança un regard à sa grand-mère. Vraiment? Parmi d'autres choses, répondit Margaret innocemment. J'ai pensé que vous pourriez aimer explorer les lieux aujourd'hui. Il y a tant d'histoires ici, et Élise semble être quelqu'un qui apprécie l'histoire. Ça semble charmant, qui est Élise. J'aimerais en savoir plus sur l'héritage familial. Merveilleux. Je demanderai au cuisinier de préparer un pique-nique. Vous pourrez manger près du phare. Il y a un phare? Demanda Élise. Construit en 1892 par l'arrière-arrière-grand-père de Nathan, dit Margaret avec fierté. Il a été restauré, bien sûr, mais il est toujours fonctionnel. Très romantique, surtout au coucher du soleil. Le mot romantique flottait dans l'air avec une intention évidente. Margaret orchestrait clairement des opportunités pour qu'ils se rapprochent, et Élise ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou terrifiée. 2 heures plus tard, ils marchaient le long d'un sentier de falaises offrant une vue imprenable sur l'Atlantique. Nathan portait un panier de pique-nique qui contenait probablement des aliments valant plus que le budget alimentaire de la plupart des gens, et Élise portait une couverture qui semblait faite de soie. « Ta grand-mère n'est pas subtile », observa Élise. Margaret n'a jamais été subtile à propos de quoi que ce soit dans toute sa vie. Elle a probablement un tableur suivant nos interactions. Devrions-nous nous inquiéter de Margaret? Toujours, mais pas à propos de ça. Elle les t'a aimés. Comment le sais-tu? Elle ne t'a pas interrogé sur l'histoire financière de ta famille ou tes plans de reproduction à long terme. Quand elle aime quelqu'un, elle se concentre sur le caractère plutôt que sur les références. Ils atteignirent le phare, une belle tour blanche qui se dressait majestueusement contre le ciel bleu. Nathan étendit la couverture sur une parcelle d'herbe, et ils déballèrent ce qui s'avéra être un festin gastronomique. C'est incroyable, dit Élise, mordant dans ce qui était être le meilleur sandwich qu'elle ait jamais goûté. Margaret croit que si l'on fait quelque chose, il faut le faire correctement. Nathan ouvrit une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que le loyer d'Élise. Elle a fait former le personnel de cuisine par un chef étoilé Michelin. Bien sûr qu'elle l'a fait.
Ils mangèrent en silence confortable pendant un moment, regardant les mouettes plonger pour attraper des poissons et sentant la brise de l'océan. C'était paisible d'une manière qu'Élise n'avait pas connue depuis des années de vie citadine. « Puis-je te poser une question ?» dit Nathan finalement. « Va-c'est. Quelle est ta plus grande peur ?» La question l'a pris par surprise. C'est assez profond pour une conversation de fausse relation. Peut être. Mais plus nous en savons l'un sur l'autre, plus nous serons convaincants. C'était une explication raisonnable, mais quelque chose dans ses yeux suggérait que la question était plus personnelle que stratégique. Devenir insignifiante, dit-elle enfin. Être oubliée. J'ai travaillé si dur pour construire ma carrière, pour me faire un nom dans le journalisme, et Colin a presque détruit cela en une nuit. L'idée de disparaître, de ne pas compter, ça me terrifie. Nathan hocha lentement la tête. Ya comprends. La mienne est probablement l'opposé, ne jamais être vu pour qui je suis vraiment. Toujours être Nathan Caldwell, le PDG, l'héritier, la figure publique. Jamais juste Nathan. C'est pour ça que tu n'as jamais eu de relation sérieuse? En partie. C'est difficile de faire confiance aux sentiments de quelqu'un quand tu sais qu'ils sont influencés par ton compte en banque. Il la regarda directement. Tu ne sembles pas influencé par mon compte en banque. Je trouve la richesse excessive moralement compliquée, admit Élise. Pas que je te juge spécifiquement. Mais l'inégalité dans ce pays est stupéfiante, et les gens avec tes ressources ont une responsabilité d'y remédier. Tu as raison. Sa réponse l'a surpris. J'y ai beaucoup pensé récemment, en fait. L'entreprise fait du travail caritatif, mais ça semble performatif, comme si nous cochions des cases plutôt que de faire un vrai changement. À quoi ressemblerait un vrai changement pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais le découvrir. Ils parlèrent pendant des heures, passant de la responsabilité sociale au livre préféré, aux rêves de voyage, aux embarras de l'enfance. Élise se retrouva à partager des histoires qu'elle n'avait racontées à personne, et Nathan révéla un sens de l'humour à la fois vif et autoproclamé. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, Nathan se leva et lui tendit la main. « Veux-tu voir la vue depuis le phare ?» L'ascension de l'escalier en spirale étroit était vertigineuse, mais la vue du sommet était à couper le souffle. Toute la côte s'étendait devant eux, avec le domaine Caldwell ressemblant à quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées en bas. « C'est magnifique », souffla Élise. « Oui, ça l'est. » Quand elle se tourna, elle trouva Nathan la regardant au lieu de la vue, et quelque chose dans son expression fit battre son cœur. « Nathan, je sais que c'est juste une comédie. » Il s'approcha quand même, sa main venant toucher doucement son visage. « Mais parfois, la comédie semble plus réelle que tout le reste dans ma vie. » Pendant un moment, ils restèrent là dans le phare alors que le soleil se couchait autour d'eux, et Élise sentit l'attraction dangereuse de vraiment tomber amoureuse de cet homme. Le cadre était incroyablement romantique. Son toucher était doux et chaud, et le regard dans ses yeux suggérait que juste peut être, il ressentait la même confusion qu'elle. « Nous devrions redescendre, murmura-t-elle. Mais elle ne s'éloigna pas. « Nous devrions, acquiesça-t-il. Mais son pouce traça doucement sa pommette. Il serait être resté là pour toujours, pris dans ce moment entre comédie et réalité, si le téléphone de Nathan n'avait pas vibré avec un message texte. Il recula, vérifiant l'écran, et son expression s'assombrit immédiatement. « Qu'est-ce que c'est? Ethan. Il s'est invité à dîner ce soir, et il amène un ami. Quel genere d'ami? Un détective privé. » Élise sentit son estomac se nouer. « Il va vraiment nous enquêter? On dirait. » Nathan passa une main dans ses cheveux. « Nous devons retourner et nous préparer. S'il y a des failles dans notre histoire, il les trouvera. » Alors qu'il rangeait le pique-nique et retournait vers la maison, l'esprit d'Élise s'emballa. Ils avaient passé une belle journée à apprendre à se connaître, construisant une base d'amitié et d'attraction authentique, mais maintenant, la réalité revenait en force, lui rappelant que tout cela était une performance, un arrangement commercial qui pourrait s'effondrer s'il n'était pas prudent. « Nathan? Wise? Que se passe-t-il si Ethan prouve que nous jouons la comédie ?» Nathan resta silencieux un long moment. « Alors je perds tout l'entreprise, mon héritage, probablement ma relation avec Margaret. Et toi, tu redeviens l'ex-fiancé humilié de Colin avec une réputation endommagée? Ça n'arrivera pas. » Nathan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Je ne laisserai pas cela arriver. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que nous ne jouons plus la comédie. » Les mots pesaient entre eux, lourds d'implication. Élise scruta son visage, cherchant des signes qu'il parlait juste de leur jeu d'acteur amélioré, mais ce qu'elle vit là était quelque chose de beaucoup plus dangereux. « Nathan, je sais que c'est compliqué. Je sais que ce n'était pas le plan, mais passer cette journée avec toi, apprendre qui tu es vraiment, je ne peux plus prétendre que c'est juste une affaire. » Le cœur d'Élise battait la chamade. « Nous avons un contrat. Nous avons convenu qu'il n'y aurait pas d'implication romantique. Je m'en souviens. » Nathan s'approcha. « Mais les contrats peuvent être renégociés. Vraiment? Si les deux parties sont d'accord. » Avant qu'Élise ne puisse répondre,
ils entendirent des voix appeler leur nom depuis la direction de la maison. Ethan était arrivé tôt, et leur performance allait commencer. Prête? Nathan lui offrit son bras. Non, dit-elle honnêtement, mais prit son bras quand même. Mais faisons-le. Alors qu'ils marchaient vers la maison, Élise réalisa que les prochaines heures détermineraient non seulement le succès de leur arrangement, mais aussi l'avenir de ceux qui grandissaient entre eux. L'enquête des temps les exposerait soit comme des fraudeurs, soit les forcerait à affronter la vérité qu'ils avaient dansé autour toute la journée. Elle n'était plus sûre de quel résultat l'effrayait le plus. La maison se dressait devant eux, illuminée de l'intérieur comme un décor de théâtre, et Élise prit une profonde inspiration. Il était temps de donner la performance de sa vie, même si elle n'était plus sûre de savoir où la performance s'arrêtait et où la réalité commençait. Une dernière chose, dit Nathan doucement alors qu'ils approchaient de la porte d'entrée, quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'Ethan trouve ou ne trouve pas, je veux que tu saches qu'aujourd'hui était réel. Ce sentiment, cette connexion, c'est réel. Élise regarda dans ses yeux et ne vit rien d'autre que de la sincérité. Pour moi aussi. Bien. Accroche-toi à ça, parce que nous allons entrer dans une zone de guerre. La porte d'entrée s'ouvrit, et Margaret apparut avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Vous voilà, mes chéris. Ethan est ici avec son ami. Ils sont très impatients de vous rencontrer tous les deux. Nathan serra la main d'Élise une fois, un geste de soutien et de solidarité, et ensemble ils entrèrent dans ce qui semblait être la performance la plus importante de leur vie. Aucun d'eux ne savait que le détective privé d'Ethan avait déjà découvert quelque chose qui changerait tout, et ce n'était pas du tout ce qu'ils attendaient. La salle à manger formelle du domaine Caldwell avait été le théâtre de nombreux dîners importants au fil des décennies, des accords commerciaux qui ont façonné Wall Street, des conversations politiques qui ont influencé la politique, et des rassemblements sociaux qui ont déterminé qui était dans dehors des cercles d'élite de New York. Mais ce soir, alors qu'Élise se tenait devant son dressing en essayant de choisir la bonne armure pour la bataille, elle soupçonnait que ce dîner serait le plus déterminant de tous. Elle se préparait depuis plus d'une heure, changeant de tenue 3 fois avant de se décider pour une robe bleu nuit que Lila avait insisté pour qu'elle achète pour les urgences nécessitant un maximum de confiance. Le tissu de soie épousait ses courbes aux bons endroits, et la couleur faisait ressortir ses yeux, mais plus important encore, cela la faisait se sentir puissante. Ce soir, elle aurait besoin de chaque once de confiance qu'elle pourrait rassembler. Lila avait appelé plus tôt, offrant un soutien moral via FaceTime pendant qu'Élise se battait avec ses choix de tenue. Tu réfléchis trop, avait dit Lila, regardant Élise présenter différentes robes. Mais juste quelque chose qui te donne l'impression que tu pourrais diriger une entreprise du Fortune 500 ou jouer dans ton propre film d'action. J'ai besoin de me sentir comme si je pouvais survivre à un interrogatoire professionnel par un détective privé, avait répondu Élise, se décidant finalement pour le bleu nuit. Alors définitivement le bleu. C'est ta couleur de pouvoir. De plus, ça va avec les yeux de ton faux fiancé. Ses yeux ne sont pas faux. Mais les fiançailles le sont, non? Élise avait mis fin à l'appel sans répondre, ce qui était une réponse suffisante pour Lila, qui avait immédiatement envoyé un texto, « OMG, tu es vraiment en train de tomber amoureuse de lui, n'est-ce pas? Appelle-moi demain avec tous les détails. » Maintenant, alors qu'Élise appliquait une dernière couche de rouge à lèvres, elle se demandait si les soupçons de Lila étaient écrits sur tout son visage. Les derniers jours au domaine avaient brouillé toutes les lignes qu'elle avait essayé de tracer entre l'arrangement professionnel et les sentiments personnels. Chaque repas partagé, chaque conversation décontractée, chaque moment de rire sincère avait rendu plus difficile de se souvenir pourquoi elle était censée garder ses distances. Un léger coup à la porte communicante interrompit ses pensées. Entre, aplatait, elle, vérifiant son reflet une dernière fois. Nathan entra, et pendant un moment, ils se contentèrent de se regarder. Il portait un smoking noir parfaitement ajusté qui mettait en valeur ses larges épaules et sa silhouette élancée, ses cheveux noirs coiffés avec juste assez de désordre décontracté pour sembler sans effort. La tenue formelle le transformait du jeune homme détendu qu'elle apprenait à connaître en l'homme d'affaires puissant que le monde attendait de voir. Mais c'était le regard dans ses yeux lorsqu'il découvrit son apparence qui coupa le souffle d'Élise, pas l'appréciation calculée de quelqu'un jouant un rôle, mais la reconnaissance stupéfaite d'un homme voyant la femme qu'il aimait à son plus beau. « Tu es, commença-t-il, puis sembla perdre ses mots complètement. Comme si je pouvais gérer tout ce qu'Ethan nous lancera, suggéra-t-elle, bien que sa voix soit légèrement essoufflée. Comme la femme la plus belle que j'ai jamais vue, dit-il doucement, et la sincérité dans sa voix fit battre son cœur plusieurs fois, comme quelqu'un dont je serais fier d'avoir à mes côtés, même si c'était réel. Le mot réel pesait entre eux, chargé d'implications qu'aucun d'eux n'était tout à fait prêt à aborder. Nathan, J. Je sais, mauvais moment, mauvais endroit. Il passa une main dans ses cheveux, défaisant la coiffure parfaite. Mais j'avais besoin que tu saches, avant que nous descendions et affrontions ce qu'Ethan a prévu, que ce que j'ai dit plus tôt, n'était pas juste le stress qui parlait. Ces derniers jours, apprendre à te connaître, voir qui tu es vraiment au-delà de la façade professionnelle, ça a tout changé pour moi.
Élise sentit ses murs soigneusement construits trembler. C'est compliqué. Les meilleures choses le sont généralement. Nous avons un contrat que nous avons écrit quand nous nous connaissions à peine, quand c'était juste un arrangement commercial entre étrangers qui avaient partagé un moment impulsif. Nathan s'approcha, ses yeux bleus intenses. Nous ne sommes plus des étrangers, Élise. Et ce moment au plaza ce n'était pas juste de l'impulsion, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre coup retentit dans la pièce, cette fois depuis la porte principale. La voix de Margaret s'éleva avec un timing parfait. Les enfants, nos invités arrivent. Il est temps de faire votre entrée. Nathan offrit son bras à Élise avec un sourire ironique qui ne cachait pas tout à fait la vulnérabilité dans ses yeux. Prête à affronter le peloton d'exécution? Avec toi? Je pense que je peux tout gérer. Les mots sortirent plus honnêtes qu'elle ne l'avait prévu, et de la façon dont l'expression de Nathan s'adoucit, il entendit la vérité en eux. Ils descendirent le grand escalier ensemble, et Élise ne pouvait s'empêcher de sentir qu'ils descendaient dans un piège magnifique. Le hall en bas bourdonnait de conversations alors que divers membres de l'élite des Hamptons se mêlaient, les verres de champagne, captant la lumière du lustre en cristal, qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. La scène ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film, toutes robes élégantes, posture parfaite, et la richesse décontractée qui venait de générations de reproduction et d'investissements soigneux, mais son attention se porta immédiatement sur Ethan, qui se tenait près de la cheminée en marbre avec un homme mince aux yeux perçants, vêtu d'un costume coûteux, qui n'était clairement pas de leur cercle social habituel. L'étranger avait l'air de quelqu'un qui observait professionnellement silencieux, analytique, mémorisant des détails que les autres manquaient. Sa présence envoya un frisson dans le dos d'Élise. Nathan, Élise. Margaret apparut au bas des escaliers, resplendissante dans une soie vert émeraude qui complétait parfaitement ses cheveux argentés. Venez rencontrer nos invités. Tout le monde est simplement impatient de rencontrer la femme mystérieuse qui a capturé le cœur de notre Nathan. Les 30 minutes suivantes passèrent dans un flou d'introduction, de bavardage et d'observations prudentes. Les Langley et les Thornton étaient exactement ce qu'Élise attendait de la haute société des Hampton riches, bien éduqués, et intensément curieux de l'engagement soudain du milliardaire. Ils posaient des questions polies mais sondantes sur son passé, sa famille, sa carrière, tout en maintenant le vernis des politesses sociales que les riches avaient perfectionné sur des générations. C'est si rafraîchissant de rencontrer une femme avec sa propre carrière, commenta Madame Langley en discutant du journalisme d'Élise. Trop de jeunes femmes aujourd'hui semblent penser que le mariage est un plan de retraite. J'ai toujours cru que les couples les plus intéressants sont ceux où les deux partenaires ont quelque chose de précieux à contribuer à la conversation, répondit Élise diplomatiquement. Qu'est-ce qui vous a attiré vers le journalisme? Le désir de raconter des histoires qui comptent, de mettre en lumière des choses que les puissants préféraient garder dans l'ombre. Elle surprit Ethan observant cet échange avec un intérêt particulier, comme s'il cataloguait chaque mot pour une analyse future. Nathan était parfait à ses côtés, jouant le rôle du fiancé dévoué avec juste le bon équilibre d'affection et de protection. Il gardait une main sur le bas de son dos, se penchant occasionnellement pour murmurer quelque chose qui la faisait rire sincèrement, et répondait à chaque question sur leur relation avec une affection convaincante. Pour tout observateur, ils semblaient être un couple totalement épris l'un de l'autre, ce qui devenait de moins en moins une performance et de plus en plus une réalité à chaque instant qui passait. Comment s'est passée la demande en mariage? Demanda Madame Thornton avec la curiosité avide de quelqu'un qui vivait par procuration les moments romantiques des autres. Nathan et Élise échangèrent un regard. Ils n'avaient pas préparé cette question. C'était spontané, dit Nathan prudemment. Nous nous promenions dans Central Park, discutant de notre avenir. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas imaginer le mien sans elle. Comme c'est romantique. Vous êtes-vous mis à genoux? En fait, intervint Élise, il s'est juste arrêté de marcher, a pris mes mains, et m'a demandé si je voulais passer le reste de ma vie à débattre avec lui de tout, de l'éthique des affaires à la meilleure pizza de Manhattan. Et j'ai dit oui parce que quelqu'un doit le garder humble, ajouta-t-elle, elle, suscitant un rire sincère du groupe. Ça ressemble tout à fait à Nathan, dit Margaret avec un plaisir évident. Il n'a jamais été du genre à faire de grands gestes, mais ces moments réfléchis valent une douzaine de roses, mais tout au long, Élise sentait Ethan les observer avec des yeux calculateurs, et son compagnon, présenté simplement comme M. L'un, un ami de la famille, semblait cataloguer chaque mot, chaque geste, chaque micro-expression avec un intérêt professionnel. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil dans sa direction, elle le trouvait en train de les étudier avec l'intensité d'un scientifique examinant des spécimens au microscope. M. L'un, dit-elle pendant un moment de calme dans la conversation. Dans quelle branche travaillez-vous? Recherche et analyse, répondit-il avec aisance. J'aide les gens à comprendre des situations complexes en examinant les preuves et en tirant des conclusions. C'è la semble fascinante. Quel genre de preuves? Toutes sortes de dossiers financiers, modèles de communication, analyse comportementale. C'est incroyable ce que l'on peut apprendre sur les gens quand on sait comment regarder. La menace implicite dans ces mots était claire.
même enveloppé dans une conversation polie. Le dîner est servi, annonça Winston avec un timing impeccable, apparaissant dans l'encadrement de la porte avec la posture parfaite qui venait de décennies de service auprès des extrêmement riches. La table de la salle à manger aurait pu accueillir confortablement 20 personnes, mais ce soir, elle était dressée pour 10, avec assez de cristal, de porcelaine et d'argent pour approvisionner un petit musée. Margaret avait stratégiquement placé Élise et Nathan en face d'Ethan et de M. L'un, garantissant un maximum d'opportunités d'observation pendant le repas. Chaque couvert était parfaitement disposé. Chaque verre d'eau rempli au niveau précis. Chaque serviette pliée avec une précision militaire. Le premier plat passa assez paisiblement une soupe de courge musquée qui avait le goût de l'automne dans un bol, accompagnée d'un vin qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. La conversation tourna autour de sujets sûrs pour une compagnie mixte, la récente exposition d'art au Mai, la régate caritative à venir, les développements politiques affectant les marchés financiers. Je comprends que vous travaillez sur une pièce d'investigation sur la transparence des entreprises, dit M. Langlais à Élise. Sujet fascinant, surtout dans le climat actuel, c'est vrai. Le défi est de trouver des sources prêtes à témoigner sur des pratiques douteuses. Le lancement d'alertes en entreprise comporte des risques personnels et professionnels significatifs, et pourtant, vous poursuivez ces histoires quand même, observa M. Lynn. Cela suggère soit un courage admirable, soit une imprudence dangereuse. Je préfère penser à cela comme une responsabilité nécessaire, répondit Élise calmement. La démocratie exige un public informé, et un public informé exige des journalistes prêts à poser des questions difficiles, même lorsque ces questions pourraient nuire à des innocents. Le bon journalisme fait la distinction entre exposer les méfaits et détruire les réputations. L'objectif est la vérité, pas la destruction. Margaret hocha la tête avec approbation. Bien dit. J'ai toujours cru que la transparence engendre la confiance, tandis que le secret engendre la suspicion, une philosophie intéressante de la part de quelqu'un qui a construit un empire sur la gestion stratégique de l'information, commenta Ethan. Il y a une différence entre la vie privée et la tromperie, Ethan. L'une protège des intérêts légitimes, l'autre dissimule un comportement douteux, alors que le plat principal arrivait de l'agneau parfaitement préparé avec des légumes de saison qui ressemblaient à des œuvres d'art. Ethan décida de passer à l'offensive. Alors, Élise, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, coupant son agneau avec une précision chirurgicale, Nathan m'a dit que vous vous êtes rencontrés dans une librairie, The Strand, n'est-ce pas? C'est exact, répondit Élise avec aisance, reconnaissante pour toutes ces heures passées à perfectionner leur histoire. Je faisais des recherches sur l'éthique des médias. Il cherchait quelque chose sur la stratégie d'entreprise. Nous avons fini par avoir une discussion très passionnée sur la responsabilité des entreprises dans le journalisme. Comme c'est merveilleusement romantique, commenta Madame Langlais avec un véritable plaisir. L'amour autour de la littérature comme quelque chose tout droit sorti d'un roman. Quel livre recherchiez-vous précisément? Demanda M. Lynn avec désinvolture, sa voix portant juste une pointe d'accent suggérant que l'anglais n'était pas sa langue maternelle. Sa fourchette s'arrêta à mi-chemin de sa bouche, attendant sa réponse. Élise sentit un frisson d'avertissement. Ce n'était pas une conversation anodine. Plusieurs, en fait. Je travaillais sur un article sur les lignes floues entre les nouvelles et le divertissement dans les médias numériques. Amusing Ourselves to Death de Neil Postman était particulièrement pertinent pour mes recherches. Excellent choix, approuva Margaret. Postman était en avance sur son temps de plusieurs décennies. Ses avertissements sur la culture du divertissement sapant le discours sérieux semblent prophétiques maintenant. Et quel livre d'affaires cherchiez-vous, Nathan? Continua Ethan l'interrogatoire, tamponnant sa bouche avec sa serviette. Good to Great de Jim Collins, répondit Nathan sans hésitation. Je revoyais les principes de leadership pour une présentation au conseil. Intéressant, parce que selon les registres d'achat que nous avons obtenus de The Strand, tu as acheté l'art de la guerre ce jour-là, pas Good to Great. La table devint silencieuse. Même la douce musique classique jouant en arrière-plan sembla s'arrêter. Élise sentit son estomac se nouer alors qu'elle réalisait qu'Ethan avait réellement enquêté sur leur rencontre fictive. Le tintement de l'argent contre la porcelaine cessa, les verres s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres, et tous les yeux se tournèrent pour observer leur réponse, mais Nathan ne manqua pas un battement. Tu as absolument raison. J'ai d'abord pris Good to Great, mais Élise m'a recommandé l'art de la guerre à la place. Elle a dit que si je voulais vraiment comprendre la stratégie d'entreprise, je devrais commencer par Sun Tzu. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Élise le regarda avec ce qu'elle espérait, ressembler à un souvenir affectueux, plutôt qu'un soulagement stupéfait. Tu étais tellement sceptique. Tu disais que la stratégie militaire n'avait rien à voir avec le leadership d'entreprise. Et tu as passé 20 minutes à me prouver le contraire, là, dans l'allée, ajouta Nathan, sa main trouvant la sienne sur la table dans un geste qui semblait être un réflexe d'affection inconscient. J'ai su alors que tu allais changer ma perspective sur tout. 20 minutes?
L'un prit une note dans un petit carnet qu'il avait sorti de la poche de sa veste. C'est une conversation plutôt longue pour une rencontre fortuite. Quand vous trouvez quelqu'un qui remet en question vos présupposés, le temps a tendance à disparaître, répondit Élise, et elle réalisa que c'était complètement vrai, même si elle décrivait des moments qui n'avaient jamais vraiment eu lieu. Comme c'est minutieux de votre part de vérifier les registres d'achat, dit Margaret d'un ton sec. Son ton suggérant que les tactiques d'investigation d'Ethan n'étaient pas entièrement appréciées, je suppose que la prochaine étape sera de demander à voir leur historique de messages textes. Ethan eut la grâce de sembler légèrement embarrassé. Je veux juste comprendre la chronologie, grand-mère. Ces fiançailles ont surpris tous ceux qui connaissent Nathan. Parfois, les meilleures choses arrivent par surprise, répondit Élise fermement. Nathan et moi voulions garder notre relation privée jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'elle était sérieuse. Aucun de nous n'aime être sous les projecteurs. Et pourtant, vous voilà, fiancé à l'un des célibataires les plus en vue d'Amérique, observa M. Lynn, son estilo suspendo audesus de son carnet. Voilà, fiancé à l'homme que j'aime, corrigea Élise, regardant directement Nathan. Tout le reste n'est que bruit de fond. Le regard qu'ils échangèrent était si sincère, si chargé d'une réelle émotion, que même Madame Thornton soupira romantiquement. « C'est magnifique, ma chère, dit-elle, pressant sa main contre son cœur. Charles et moi nous sommes rencontrés dans des circonstances similaires tous deux essayant de préserver notre intimité tout en naviguant dans une cour publique. Parfois, on sait, n'est-ce pas? C'est vrai, acquiesça Nathan, son pouce caressant les phalanges d'Élise dans un geste si naturel qu'il semblait inconscient. Bien que je doive admettre, j'étais intimidé au début. Élise est brillante, accomplie, totalement indépendante. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle pourrait bien voir en quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi? Élise rit, et c'était complètement naturel. Tu veux dire quelqu'un qui a construit un empire de toutes pièces, diplômé summa cum laude de Harvard, parle 3 langues, et trouve encore le temps de lire de la philosophie pour le plaisir? Oui, un vrai mystère pourquoi je serais intéressé. Tu lis de la philosophie? Demanda Aimé. L'anglais à Nathan avec une réelle surprise. Surtout Marc Aurèle, admit Nathan. Le stoïcisme aide à gérer le stress de la gestion d'une entreprise. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Comme c'est inattendu, s'exclama Madame Langlais en tapant des mains. Un homme d'affaires philosophe et une journaliste militante. Vous devez avoir les conversations les plus fascinantes. C'est vrai, dit Élise, et elle réalisa que c'était complètement vrai. Nathan me pousse à penser différemment à tout. Il n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais d'un PDG. Qu'attendais-tu? Demanda Margaret avec un amusement évident, appréciant clairement de voir son petit-fils être loué. Quelqu'un de plus. Traditionnellement corporatif, concentré principalement sur les marges de profit et les rapports trimestriels, Nathan pense à l'impact humain des décisions d'affaires, ce qui est étonnamment rare dans sa position. Comme c'est diplomatique de ne pas mentionner de nom, dit Ethan avec une légèreté forcée, bien que sa mâchoire se soit légèrement crispée, comme c'est précis de reconnaître un leadership de qualité, corrigea Margaret fermement. Nathan a toujours été plus intéressé par la création de valeur durable que par l'extraction de profit maximum. C'est pourquoi il sera un excellent leader pour la prochaine génération. Le commentaire plana dans l'air comme un gant jeté. La mâchoire d'Ethan se crispa davantage, et M. Lynn griffonna plus de notes dans son carnet omniprésent. En parlant de leadership à l'avenir, dit Ethan, changeant clairement de tactique, je me suis demandé quelles étaient les implications financières de ces fiançailles. Avez-vous discuté d'un contrat prénuptial? Ethan, la voix de Margaret aurait pu couper du verre, c'est une conversation tout à fait inappropriée pour le dîner. C'est bon, Margaret, dit Élise calmement, bien que son cœur batte la chamade. C'est une question légitime, même si le moment est discutable. Oui, nous en avons discuté. En fait, j'ai insisté pour en avoir un. Ce n'était clairement pas la réponse à laquelle Ethan s'attendait. Tu as insisté pour un contrat prénuptial? J'ai ma propre carrière, mes propres actifs, ma propre indépendance financière. La dernière chose que je veux, c'est que quelqu'un pense que j'épouse Nathan pour son argent. La voix de Lise portait une conviction qui venait d'une croyance sincère. Je suis tombée amoureuse de l'homme, pas du compte en banque. Comme c'est rafraîchissant, murmura Madame Thornton avec approbation. Tant de jeunes femmes aujourd'hui semblent considérer le mariage comme une stratégie financière plutôt qu'un engagement émotionnel. Une pensée très moderne, approuva son mari, construire un partenariat basé sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance économique. Miss Mare. Lee n'avait pas fini son évaluation professionnelle. Mademoiselle Harper, pouvez-vous nous parler de votre relation avec Colin Ramsay? La question frappa comme un coup physique. Élise sentit Nathan se tendre à côté d'elle, sa main se resserrant de manière protectrice autour de la sienne. Toute la table sembla retenir son souffle, attendant sa réponse. Je ne vois pas en quoi ma relation précédente est pertinente pour cette conversation, dit Nathan froidement,
sa voix portant un avertissement qui fit remuer inconfortablement plusieurs invités. C'est pertinent parce que M. Ramsay a été assez vocal sur ses opinions concernant ses fiançailles, répondit M. Ligne avec aisance, totalement imperturbable par le ton de Nathan. Il a suggéré que Mademoiselle Harper pourrait utiliser cette relation pour réhabiliter sa réputation après leur rupture désagréable. Élise sentit la rage monter dans sa poitrine comme une tempête qui se prépare, mais elle se força à rester calme. Colin a droit à ses opinions. Ce à quoi il n'a pas droit, c'est de répandre des mensonges sur mon caractère ou mes motivations. Donc, vous niez que ses fiançailles soient motivées professionnellement? Je nie que ma vie personnelle concerne Colin, ou franchement, vous, la voix d'Élise était de l'acier enrobé de soie. Colin m'a trompé avec ma meilleure amie, m'a humilié publiquement, et a essayé de nuire à ma carrière quand j'ai refusé de le reprendre discrètement. Si vous voulez discuter des motivations douteuses de quelqu'un, peut-être devrions-nous commencer par là. Élise, murmura Nathan, sa voix pleine d'admiration et de soutien. Non, c'est bon. J'en ai assez d'être poli à ce sujet. Élise se tourna pour s'adresser à toute la table, ses instincts de journaliste prenant le dessus. Colin ne supportait pas de sortir avec une femme plus réussie que lui, alors il a essayé de me rabaisser à son niveau. Quand ça n'a pas marché, il m'a trompé. Quand je l'ai quitté, il a essayé de détruire ma réputation en remettant en question mon éthique et en répandant des rumeurs sur mes sources. L'idée que j'aurais besoin de fabriquer une relation pour me réhabiliter après avoir été victime d'infidélité n'est pas seulement insultante, c'est absurde. La table était complètement silencieuse. Même l'un avait cessé d'écrire, son stylo figé au-dessus de son carnet. Bien dit, déclara Margaret fermement, levant légèrement son verre de vin. Toute femme qui se contente de moins qu'elle ne mérite, mérite moins que ce pourquoi elle s'est contentée. Oscar Wilde? Demanda Nathan avec un petit sourire, une partie de la tension quittant ses épaules. Margaret Caldwell, répondit sa grand-mère avec fierté, bien que je sois sûr qu'Oscar approuverait le sentiment. La tension commença à s'apaiser alors que la conversation reprenait, mais Élise pouvait sentir le regard analytique de M. L'un toujours fixé sur elle. Elle avait le sentiment perturbant que tout ce qu'elle avait dit était catalogué, traité, évalué pour son authenticité. Chaque pause, chaque inflexion, chaque micro-expression était évaluée par quelqu'un formé à détecter la tromperie. « Parlez-nous de votre famille, ma chère » dit Madame Langley, essayant clairement de diriger la conversation vers des eaux plus sûres. « Sont-ils excités par les fiançailles » ? Mes parents sont ravis, répondit Élise, reconnaissante pour le changement de sujet. Ils sont tous deux enseignants dans l'Ohio. Mon père enseigne l'histoire au lycée, ma mère enseigne à l'école primaire. Ils m'ont élevé pour valoriser l'éducation, le travail acharné et le respect des gens, quel que soit leur statut économique, comme c'est ancré, commenta Madame Thornton. C'est si important de se souvenir de ses racines, surtout lorsqu'on entre dans un monde de privilèges. Je pense que le privilège vient avec des responsabilités, dit Élise honnêtement. Plus vous avez, plus vous devriez redonner à votre communauté. Et comment envisagez-vous de le faire en tant que membre de la famille Caldwell? Demanda Ethan, son ton suggérant que ce n'était pas une simple curiosité. J'aimerais créer une fondation axée sur l'éducation aux médias et l'accès à l'éducation. Trop de gens manquent des outils pour évaluer l'information de manière critique, ce qui les rend vulnérables à la manipulation et à la désinformation. Fascinant, dit Margaret avec une approbation évidente. Cela s'aligne parfaitement avec les intérêts caritatifs existants de la famille. Je n'étais pas au courant des intérêts caritatifs spécifiques de la famille, nota M. L'un, faisant une autre entrée dans son carnet. La Fondation Caldwell soutient des initiatives éducatives depuis plus de 50 ans, répondit Margaret froidement. Peut-être auriez-vous dû faire des recherches plus approfondies avant d'accepter cette mission. La réprimande était subtile mais indéniable, et les joues de M. L'un rougirent légèrement. Le dessert arriva des soufflés au chocolat individuels qui étaient des œuvres d'art, accompagnés d'un porto probablement plus vieux qu'Élise. La conversation glissa vers des sujets plus sur les événements sociaux à venir, les plans de vacances, les dernières pièces de théâtre de Broadway, les ventes aux enchères d'art, les galas caritatifs, mais sous le vernis civilisé, Élise pouvait sentir les courants sous-jacents d'évaluation et de jugement, comme si elle était un spécimen examiné sous un microscope très coûteux. Ces soufflets sont incroyables, commenta-t-elle, prenant une bouchée de ce qui était être le meilleur dessert qu'elle ait jamais goûté. Le cuisinier a été formé à Paris, dit Margaret avec fierté. Je crois en m'entourer d'excellence en toutes choses. Y compris les futures petites filles par alliance? Demanda Madame Langley avec un sourire complice. Surtout les futures petites filles par alliance, répondit Margaret, levant son verre de Porto en direction d'Élise. Nathan, dit Ethan alors qu'il finissait le dessert, posant sa cuillère avec une précision délibérée, puis-je te parler en privé un moment? Une question d'affaires qui nécessite une attention immédiate. Tout ce que tu as besoin de dire à Nathan, tu peux le dire devant moi, dit Élise fermement, ses instincts de journaliste s'enflammant. En fait,
Cela concerne des affaires confidentielles de l'entreprise, des questions de conseil qui exigent de la discrétion. Nathan semblait déchiré entre protéger Élise et éviter une scène devant leurs invités. C'est bon, dit-elle doucement, posant sa main sur la sienne. Je vais bien. 5 minutes, dit Nathan fermement à Ethan, puis se pencha pour embrasser la tempe de Lise dans un geste qui semblait complètement naturel. Je reviens tout de suite. Alors que les hommes quittaient la salle à manger, Margaret se déplaça immédiatement pour s'asseoir à côté d'Élise, s'assoit Émeraude bruissant doucement. Comment tiens-tu le coup, ma chère? J'ai l'impression d'être disséqué par un vautour très poli, admit Élise doucement. L'un est très minutieux. Ethan l'a engagé pour enquêter sur un éventuel espionnage industriel l'année dernière. Cet homme pourrait probablement vous dire ce que tout le monde à cette table a mangé au petit déjeuner, et combien ils ont payé pour leurs chaussures. Ce n'est pas particulièrement rassurant. Ce n'est pas censé l'être. L'expression de Margaret était sombre. Ethan est plus désespéré que je ne le pensais. Engager un détective privé pour espionner des membres de la famille franchit une ligne, même pour lui. Que se passe-t-il s'il trouve quelque chose? Une incohérence dans notre histoire? Une preuve que ce n'est pas réel? Margaret resta silencieuse un moment, étudiant le visage d'Élise avec ses yeux bleus perçants qui ne manquaient rien. Puis-je te poser une question, et me donneras-tu une réponse honnête? Pinsua. Es-tu amoureuse de mon petit-fils? La question plana entre elles comme un défi. Élise sentit ses défenses soigneusement construites s'effondrer sous le regard pénétrant de Margaret. Autour d'elle, les autres invités continuaient leur conversation polie, mais elle avait l'impression qu'elle et Margaret existaient dans une bulle de vérité. Commença-t-elle, puis s'arrêta. C'est compliqué. L'amour l'est généralement, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Élise prit une respiration tremblante. Nous avons convenu que ce serait faux, un arrangement commercial. Pas de sentiments romantiques, pas de complications, juste une performance mutuellement bénéfique. Et comment ça fonctionne pour toi? Élise rit malgré elle, le son portant plus de douleur que d'humour. Terriblement. Absolument. Terriblement. Bien, dit Margaret avec une satisfaction évidente. Parce que ça fonctionne terriblement pour Nathan aussi. Je l'ai observé cette dernière semaine, et je ne l'ai pas vu aussi heureux depuis avant la mort de ses parents. Tu lui as donné quelque chose que je n'ai jamais pu, la liberté d'être lui-même au lieu de vivre constamment à la hauteur d'attentes impossibles. Mais si Ethan prouve que nous mentons? S'il détruit la réputation de Nathan, son héritage? Ethan peut aller au diable, dit Margaret avec une véhémence surprenante, sa façade raffinée se fissurant légèrement. J'ai pris ma décision concernant la succession de l'entreprise, et cela n'a rien à voir avec la vie personnelle de Nathan. Cela a tout à voir avec son caractère, sa vision, et sa capacité à diriger avec intelligence et compassion toutes choses qui étaient vraies avant que tu n'arrives et qui le seront indépendamment de ce qui se passe entre vous deux. Avant qu'Élise ne puisse répondre, les hommes revinrent. Nathan semblait frustré et tendu, sa mâchoire crispée par une colère à peine contrôlée. Ethan avait l'air satisfait, comme un chat qui avait coincé une souris particulièrement intéressante. L'un suivait derrière eux, prenant toujours des notes avec le dévouement d'un greffier de tribunal. Tout va bien? Demanda Margaret avec une douceur trompeuse, bien que ses yeux soient perçants d'inquiétude. Bien, répondit Ethan, lissant sa cravate. Juste discuter de certaines décisions du conseil à venir et de la planification de la succession. Nathan se rassit à côté d'Élise, sa main trouvant immédiatement la sienne sous la table. Son toucher était chaud mais tendu, et elle pouvait sentir la frustration qui émanait de lui comme la chaleur d'un fourneau. Eh bien, annonça Margaret, se levant de sa chaise avec une grâce royale, je pense qu'il est temps de passer à la bibliothèque pour des digestifs. Winston a préparé une belle sélection de cognac et de liqueurs qui ont vieilli plus longtemps que certains de nos invités. Alors qu'ils quittaient la salle à manger, l'un s'approcha directement d'Élise pour la première fois de la soirée, son carnet glissé sous son bras comme une arme. Mademoiselle Harper, puis-je vous parler un instant? Nathan s'approcha immédiatement, ses instincts protecteurs s'enflammant. Tout ce que vous avez à dire, peut être dit devant moi. C'est bon, dit Élise, bien que son cœur batte comme si elle venait de courir un marathon. Que vouliez-vous discuter, Lynn? J'ai terminé mon enquête préliminaire sur votre relation avec Caldwell. Sa voix était plus stable qu'elle ne le ressentait. L'un consulta son carnet, feuilletant plusieurs pages couvertes d'une écriture méticuleuse. Votre histoire sur la rencontre à de Strand est parfaitement vérifiée. Les registres d'achat confirment que Caldwell a acheté l'art de la guerre le 15 octobre à 15h47. Le reçu montre également qu'il a acheté un café au café de la librairie à 15h52. Élise ressentit un moment de confusion qui dut se voir sur son visage. Ils avaient inventé toute cette histoire. Comment pouvait-il y avoir des registres d'achat réels avec des détails aussi précis? J'ai également confirmé que vous étiez bien dans la section journalisme cet après-midi-là, faisant des recherches sur l'éthique des médias.
Le bibliothécaire de service ce jour-là se souvenait de vous spécifiquement parce que vous y avez passé plusieurs heures et avez demandé de l'aide pour trouver des ressources supplémentaires sur la manipulation des médias numériques. La confusion s'approfondit. Élise avait été à De Strand ce jour-là. Elle s'en souvenait clairement maintenant qu'il le mentionnait, mais elle n'avait aucun souvenir d'avoir vu Nathan là. Bah, aucun souvenir d'avoir fait tomber un livre ou d'avoir eu une conversation sur la stratégie d'entreprise. Votre historique de rencontres ultérieures semble également complètement authentique. Réservation de dîner à Lombardise au nom de M. Caldwell pour le 22 octobre. Un débit sur sa carte de crédit à la boutique de cadeaux du pont de Brooklyn le 12 novembre, probablement lorsque vous avez visité son endroit préféré pour votre premier baiser. Élise sentit le monde basculer autour d'elle, comme si elle se tenait sur le pont d'un bateau en pleine tempête. Chaque détail de leur histoire d'amour fictive soigneusement construite était confirmé par des preuves réelles. C'était impossible sauf si. De plus, continua l'un, inconscient de sa confusion croissante, j'ai parlé à plusieurs de vos collègues aux tribunes, ils ont confirmé que vous avez été visiblement plus heureuse ces derniers mois, bien que vous ayez été très discrète sur votre vie personnelle. Un collègue a mentionné que vous aviez commencé à porter un collier particulier régulièrement, le même collier que vous portez ce soir. La main d'Élise vola à sa gorge, où une délicate chaîne en argent portait un petit pendentif que sa grand-mère lui avait donné il y a des années. Elle le portait presque tous les jours depuis la mort de sa grand-mère, mais d'une manière ou d'une autre, M. L'un l'avait intégré à leur récit fictif comme preuve de leur relation. J'ai également obtenu vos relevés téléphoniques, continua M. L'un, et j'ai trouvé un schéma de communication régulière entre vous et M. Caldwell remontant à 7 mois messages texte, appels téléphoniques, même quelques conversations assez longues tard dans la nuit. C'était impossible. Élise savait avec certitude qu'elle n'avait jamais eu le numéro de téléphone de Nathan avant que leur arrangement ne commence. Elle se serait souvenue d'avoir envoyé des messages à un PDG milliardaire. Les preuves soutiennent de manière écrasante vos affirmations d'une relation à long terme authentique que vous avez gardée privée jusqu'à récemment. Je n'ai trouvé aucune indication de tromperie, de motivation financière ou de fabrication récente. Ethan avait l'air de quelqu'un à qui on venait de dire que la Terre était plate. C'est impossible. Vous avez dû manquer quelque chose. Je suis très minutieux, M. Caldwell. S'il y avait une tromperie à trouver, je l'aurais trouvée. M. L'un ferma son carnet avec finalité. Mon opinion professionnelle est que ces fiançailles sont entièrement légitimes. Mais le timing, la soudaineté, protesta Ethan, sa voix s'élevant légèrement, le timing suggère deux personnes qui valorisent leur vie privée décidant enfin de rendre leur relation publique, rien de plus, rien de moins. M. L'un rangea son carnet dans la poche de sa veste. Peut être déclenché par des circonstances extérieures qui rendaient la confidentialité continue intenable. Margaret semblait absolument ravie, son sourire assez aiguisé pour couper du verre. Eh bien, cela règle la question, n'est-ce pas? Mais Élise vacillait, son esprit s'emballant avec des possibilités impossibles. Comment leur histoire fictive pouvait-elle être soutenue par des preuves réelles? Des relevés téléphoniques qui n'existaient pas? Des réservations de restaurants qu'elle n'avait jamais faites? Nathan, dit-elle doucement, puis-je te parler seul? Ils s'excusèrent dans un petit salon attenant à la bibliothèque. Fermant la porte derrière eux, Élise se tourna pour faire face à Nathan, son esprit tourbillonnant de questions qui semblaient n'avoir aucune réponse logique. Les preuves, dit-elle sans préambule. Les relevés téléphoniques, les réservations de restaurants, la chronologie. Comment tout cela est-il possible? Nous avons inventé toute cette histoire. Nathan passa une main dans ses cheveux, semblant nerveux pour la première fois de la soirée. À ce sujet. Nathan, que ne me dis-tu pas? Il resta silencieux un long moment, fixant une peinture au mur comme si elle contenait les réponses à l'univers. Je n'ai pas inventé cette histoire. Je veux dire, je l'ai embellie, créé des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, mais le cœur de l'histoire était réel. Qu'est-ce que tu veux dire? La voix d'Élise était tranchante, ses instincts de journaliste s'enflammant. Nathan se tourna pour lui faire face directement, ses yeux bleus sérieux. J'étais à De Strand ce jour-là, le 15 octobre. Je t'ai vu dans la section journalisme. Faisant des recherches sur l'éthique, tu as fait tomber un livre. Tous les hommes du président et je l'ai ramassé pour toi. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent alors qu'un vague souvenir émergeait, comme quelque chose remontant des profondeurs de l'eau. L'homme dans la section affaires. C'était moi. Nous avons parlé pendant peu, être 5 minutes de Woodward et Bernstein, du journalisme d'investigation, de l'importance de tenir les puissants responsables. Et puis tu as reçu un appel de ton rédacteur et tu as dû partir. Mais je n'ai pas pu t'oublier. Tu m'as suivi? Son ton était un mélange d'incrédulité et d'accusation. Pas suivi. Mais j'ai être gardé un œil sur toi, tes articles, ta carrière, tes progrès. J'ai commencé à lire tout ce que tu écrivais. Quand tu t'es fiancé à Colin, j'ai été ridiculement déçu. Quand cela s'est terminé, je me suis senti coupable d'être soulagé. Élise s'enfonça dans un fauteuil, assimilant cette révélation. Donc,
quand je t'ai giflé au plaza, ce n'était pas la première fois que je t'avais vu. C'était juste la première fois que j'avais une excuse pour te parler à nouveau. Tu as manipulé toute cette situation. Non. Nathan s'agenouilla à côté de son fauteuil, ses mains couvrant les siennes. La gifle était réelle. Ta colère était réelle. L'humiliation de Colin était réelle. J'ai juste profité d'une opportunité pour te protéger et apprendre à te connaître en même temps. En ne te disant pas toute la vérité. Il y a une différence. Élise retira ses mains, se levant pour faire les 100 pas dans la petite pièce. Mais les relevés téléphoniques, les réservations de restaurants M. Lynn a dit qu'il y avait des preuves de communication remontant à des mois. Nathan sembla mal à l'aise. J'ai être créé certaines de ces preuves après que nous ayons conclu notre accord. J'ai appelé ton téléphone quelques fois quand je savais que tu ne répondrais pas. Laissé des messages vocaux qui apparaîtraient dans les registres. Fait des réservations de restaurants sous nos deux noms et ensuite annulé. Créer une piste papier qui soutiendrait notre histoire si quelqu'un enquêtait. C'est en fait brillant, dit Élise malgré elle. Et complètement manipulateur. Je nous protégeais, nous deux. Je savais qu'Ethan fouillerait, et je voulais m'assurer que notre histoire tiendrait sous examen. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur que tu penses exactement ce que tu penses maintenant que je t'ai manipulé dans cette situation. Élise arrêta de faire les 100 pas, le regardant directement. Ne l'as-tu pas fait? En partie, oui, mais pas comme tu le penses. Nathan se leva également, sa voix urgente. Oui, je t'ai remarqué avant que nous nous rencontrions officiellement. Oui, j'étais attiré par toi avant que notre arrangement ne commence. Oui, j'ai créé des preuves pour soutenir notre histoire de couverture. Mais tout ce qui s'est passé entre nous depuis les conversations, les rires, la façon dont tu me pousses à être meilleur, ce que je ressens quand je suis avec toi, tout cela est complètement sincère. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je savoir si tout cela est réel et pas juste une extension de ta manipulation? Parce que tu me connais maintenant. Vraiment. Nathan s'approcha, sa voix passionnée. Tu as vu au-delà de la persona publique pour voir qui je suis vraiment. Tu as rencontré ma famille, vu mes vulnérabilités, entendu mes peurs. Tu m'as vu à mon pire et à mon meilleur. Quelqu'un qui te manipulait révélerait-il tout cela? Élise y réfléchit. Il avait raison. Le Nathan dont elle était venue à se soucier au cours de la dernière semaine n'était pas le PDG. Poli du gala du Plaza. Il était complexe, réfléchi, parfois insécure, souvent drôle, et complètement différent de ce qu'elle avait attendu. Ces moments de vulnérabilité, de connexion sincère, ne pouvaient pas tous avoir été calculés. Les réservations de dîner, le reçu du pont de Brooklyn. J'ai être recréé certains des rendez-vous que j'imaginais avoir avec toi, admit-il. Quand nous construisions notre fausse histoire, j'ai utilisé de vrais endroits où j'avais réellement voulu t'emmener. Des endroits dont j'avais rêvé de t'emmener pendant ces mois où je lisais tes articles et me demandais ce que ce serait de te connaître. C'est soit incroyablement romantique, soit incroyablement effrayant. J'espérais romantique. Malgré tout, Élise sentit un sourire tirer sur ses lèvres. Tout est faux. Complètement, mais je suis fou de toi, Élise. Je t'aime. Les mots planèrent entre eux, simples et compliqués à la fois. Je sais que c'est rapide. Je sais que c'est désordonné. Je sais que nous avons commencé cela comme un faux arrangement construit sur ma manipulation et ton désespoir professionnel. Mais ce que je ressens pour toi est la chose la plus réelle que j'ai jamais vécue. Élise sentit son cœur s'arrêter, puis repartir à double vitesse. Tu ne peux pas juste dire ça. Pourquoi pas? C'est vrai. Parce que ça change tout. Bien. Je veux tout changer. Nathan s'approcha, ses mains encadrant doucement son visage. Je veux déchirer ce contrat et recommencer. Je veux t'emmener à de vrais rendez-vous dans de vrais endroits. Je veux te présenter aux gens comme ma petite amie, pas ma fausse fiancée. Je veux m'endormir à côté de toi et me réveiller avec toi et avoir des démonstrations publiques d'affection totalement inappropriées qui font lever les yeux au ciel de ma grand-mère. Élise sentit des larmes monter dans ses yeux. Et si ça ne marche pas? Et si nous sommes trop différents? Ou si la pression des médias le détruit? Ou si ta famille ne m'accepte pas vraiment? Ou si ça marche? Et si nous sommes parfaits l'un pour l'autre et que nous sommes trop effrayés pour le découvrir? Un léger coup à la porte les interrompit. La voix de Margaret s'éleva avec un timing parfait. Les enfants, je déteste interrompre, mais nos invités se préparent à partir, ils aimeraient dire au revoir. Nathan et Élise se regardèrent, le poids de la conversation inachevée pesant entre eux comme un pont à moitié construit. Que leur dis-je? Demanda Élise, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Dis-leur ce qui te semble vrai. Ils retournèrent à la bibliothèque, où Ethan se tenait avec une frustration à peine dissimulée tandis que l'un rangeait son carnet avec une efficacité professionnelle. Les autres invités se préparaient effectivement à partir, rassemblant sac à main et étole tout en faisant le genre de conversation polie de départ que les riches avaient perfectionné sur des générations. Merci pour une soirée charmante, Margaret, dit chaleureusement Madame Langley, embrassant leur hôtesse. Et félicitations encore à vous deux. Quel couple merveilleux vous formez? Merci, répondit Élise,
acceptant les étreintes et les poignées de main des invités partants. C'était merveilleux de vous rencontrer tous. Vous devez venir à notre déjeuner caritatif le mois prochain, insista Madame Thornton. J'aimerais en savoir plus sur vos idées de fondation. Je serais honoré. Ethan s'approcha en dernier, son expression soigneusement neutre mais ses yeux froids de frustration. Bien joué, dit-il doucement, sa voix portant des nuances de respect à contre-cœur et de colère à peine dissimulée. Je vous ai sous-estimés tous les deux. Ce n'était jamais un jeu, Ethan, répondit Nathan fermement, son bras glissant de manière protectrice autour de la taille d'Élise. Vraiment? Le sourire d'Ethan était assez aiguisé pour couper. Mais je suppose que ça n'a plus d'importance maintenant. Tu as gagné ce round, Nathan. Profite de ta victoire. Souviens-toi juste que gagner n'est pas la même chose que mériter. Et qu'est-ce que je n'ai pas mérité, exactement? Demanda Nathan, sa voix dangereusement calme. Tout ce qui t'a été donné toute ta vie, l'entreprise, l'héritage, le favoritisme de Margaret. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Tu n'as jamais eu à faire tes preuves comme le reste d'entre nous. Tu penses que je n'ai pas eu à faire mes preuves? La voix de Nathan était incrédule. Je suis sous un microscope depuis que j'ai 12 ans, attendu d'être parfait, de vivre à la hauteur de normes impossibles. Pauvre petit garçon riche, se moqua Ethan. Comme ça doit être terrible d'hériter de milliards de dollars et du respect du monde des affaires. Tchasoufit. La voix de Margaret trancha la tension comme une lame. Elle avait écouté depuis l'encadrement de la porte, son expression plus froide qu'Élise ne l'avait jamais vue. Ethan, tu quitteras ma maison maintenant, et tu ne reviendras pas tant que tu ne pourras pas parler à ta famille avec respect. Famille? Ethan rit amèrement. C'est ce que nous sommes? Parce que de mon point de vue, il y a Nathan, ton garçon d'or, et puis il y a tous les autres qui se battent pour des miettes. Tu as raison, dit Margaret doucement, sa voix portant des décennies d'autorité. Il y a Nathan, qui a passé les 15 dernières années à travailler 10 à 8 heures par jour pour honorer la mémoire de ses parents et construire sur ce qu'ils ont commencé. Et puis il y a toi, qui a passé les mêmes 15 années à chercher des raccourcis et à t'apitoyer sur ton sort. Le visage d'Ethan rougit. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai sacrifié. Tu n'as rien sacrifié d'autre que des opportunités, interrompit Margaret. Chaque porte que je t'ai ouverte, tu t'en es détourné. Chaque chance que je t'ai donnée de faire tes preuves, tu l'as gâchée. Ne blâme pas Nathan pour tes propres choix. Après le départ d'Ethan avec M. L'un à sa suite, le manoir sembla soudainement silencieux, comme si une tempête était passée. Margaret, Nathan et Élise se tenaient seuls dans la bibliothèque, entourés de milliers de livres et du poids de l'histoire familiale. Eh bien, c'était éclairant, dit Margaret d'un ton sec, s'installant dans son fauteuil préféré avec la grâce de quelqu'un habitué à gérer les crises. Je suppose que vous deux avez des choses à discuter. C'est vrai, admet Nathan. Bien. Prenez votre temps. Je serai dans mon bureau, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Margaret s'arrêta à la porte, se retournant vers eux avec quelque chose qui pourrait être de l'affection maternelle. Ce que ça vaut, je n'ai jamais vu deux personnes lutter autant contre le fait de tomber amoureux. Ça a été assez divertissant à regarder. Après son départ, Nathan et Élise se tenaient face à face dans l'élégante bibliothèque, entourés de volumes reliés de cuir et de la douce lueur des lampes de table. Le silence s'étira entre eux, lourd de tout ce qu'ils avaient dit et de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Alors, dit Élise finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous décidons si nous continuons à prétendre que c'est faux, ou si nous admettons que ça a cessé d'être faux quelque part autour du 2e jour. Quand as-tu su que c'était réel pour toi? Nathan réfléchit sérieusement à la question, les mains enfoncées profondément dans ses poches. Le phare. Quand tu parlais de tes peurs et de tes rêves, et que j'ai réalisé que je voulais tout savoir sur toi, pas pour l'arrangement, pas pour la performance, mais parce que je tombais amoureux de toi et que je voulais tomber encore plus profondément. Pour moi, c'était ce matin, quand tu m'as apporté du café et que nous avons passé 2 heures à planifier des rendez-vous fictifs, et je me suis surprise à souhaiter qu'ils soient réels. Ils peuvent être réels. Vraiment? Élise s'approcha de lui, attirée par l'honnêteté dans sa voix. Parce que je dois aussi te dire quelque chose. Oui. Je t'aime aussi. Les mots sortirent précipitamment, comme si elle les avait retenus toute la soirée. J'aime à quel point tu es intelligent, comment tu écoutes quand je parle, comment tu me fais rire même quand je suis terrifié. J'aime que tu m'aies protégé de Colin, même si cela signifiait créer cette mascarade compliquée. J'aime que tu lises de la philosophie, que tu fasses de mauvaises blagues sur tes meubles et que tu te soucies d'utiliser ta richesse de manière responsable. Le sourire de Nathan était éclatant, transformant tout son visage. Vraiment? Vraiment. Mais je suis toujours en colère que tu ne m'aies pas dit t'avoir vu avant, avoir créé des preuves, avoir manipulé la situation. C'est juste. Je me rattraperai. Comment? En t'emmenant à la vraie version de chaque faux rendez-vous que nous avons planifié, à commencer par ce restaurant italien à Little Italy ce soir, si tu veux. Il est presque minuit. Alors demain, ou la semaine prochaine,
Ou quand tu seras prête à me laisser te courtiser correctement? Élise rit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Me courtiser? Quoi? Vivons-nous dans un roman de Jane Austen? Si c'est ce qu'il faut pour te convaincre que je suis sérieux, je t'écrirai des sonnets et t'enverrai des fleurs tous les jours. S'il te plaît, non. Je suis allergique à la plupart des fleurs, et ta poésie est probablement terrible. Comment sais-tu que ma poésie est terrible? Tout, est, PDG. C'est statistiquement probable. Nathan s'approcha, ses mains trouvant sa taille. Puis-je t'embrasser maintenant? Un vrai baiser, pas un baiser de performance. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Cette fois, quand Nathan l'embrassa, il n'y avait ni caméra, ni public, ni autre but que le simple désir d'embrasser la femme qu'il aimait. C'était doux, tendre et plein de promesses. Et quand ils se séparèrent, tous deux souriaient comme des adolescents avec leur premier béguin. Alors, que devient le contrat? Demanda Élise, ses bras toujours autour de son cou. Nous le brûlons cérémonieusement, avec du champagne et être des feux d'artifice. Et les plans de succession de ta grand-mère? Elle fera ce qu'elle pense être le mieux pour l'entreprise, mais cela ne sera plus basé sur ma vie personnelle. Elle l'a clairement dit ce soir. Et Ethan? Ethan devra apprendre à vivre avec la déception encore une fois. J'ai de la peine pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé tellement d'énergie à être en colère contre ce qu'il n'a pas qu'il n'a jamais appris à apprécier ce qu'il a. Nathan étudia son visage à la lumière des lampes. C'est très généreux de ta part, étant donné qu'il vient de passer la soirée à essayer de détruire notre relation. À essayer de détruire notre fausse relation. Il a en fait fini par prouver la vraie. Vraie, bien que je ne sois pas sûr que c'était son intention. Ils restèrent ensemble dans un silence confortable pendant un moment, assimilant tout ce qui s'était passé. À l'extérieur des fenêtres de la bibliothèque, les Hamptons s'étendaient sous un dé d'étoiles. Et quelque part au loin, le phare construit par l'arrière-arrière-grand-père de Nathan continuait son balisage régulier. Puis-je te poser une question, dit Élise finalement. Tout ce que tu veux. Quand nous raconterons cette histoire aux gens l'histoire réelle, comment expliquerons-nous la partie où je t'ai giflé et ensuite embrassé dans la même soirée? Nathan sourit, l'attirant plus près. Nous leur dirons la vérité. Parfois, l'amour vous frappe comme une gifle en plein visage, et parfois il vous surprend comme un baiser au clair de lune. Nous avons juste eu les deux en une soirée. C'est soit très romantique, soit complètement ridicule. Les meilleures histoires d'amour sont généralement les deux. Et pour la manipulation, les fausses preuves, la mascarade élaborée? Nous leur dirons que parfois les mauvaises raisons mènent aux bons résultats, que parfois il faut prendre un détour pour trouver où l'on est censé être. Et si les gens pensent que nous sommes fous? Alors nous sommes fous ensemble. Alors qu'ils s'embrassaient à nouveau sous la lumière des étoiles filtrant à travers les fenêtres, aucun d'eux ne remarqua Margaret observant depuis l'encadrement de la porte avec un sourire satisfait. Elle avait orchestré ce résultat depuis le moment où elle avait insisté pour le séjour de 2 semaines, mais elle était ravie de voir que son petit-fils et sa partenaire brillante, têtue et parfaite avaient finalement compris par eux-mêmes. Demain, il y aurait des contrats à dissoudre, des annonces à faire, et une vraie relation à naviguer sous les yeux attentifs des médias et de la société. Il y aurait des défis et des complications, et les difficultés normales de 2 personnes réussies et indépendantes s'apprenant à construire une vie ensemble. Mais ce soir, il n'y avait que Nathan et Élise, enfin honnêtes sur leurs sentiments, enfin prêts à arrêter de prétendre et à commencer à vivre l'histoire d'amour qu'ils avaient accidentellement écrite ensemble. Une dernière chose, dit Nathan alors qu'ils se séparaient enfin, tous deux essoufflés et souriants. Quoi? Merci. Pourquoi? Pour m'avoir giflé au plaza. Si tu ne l'avais pas fait, nous ne nous serions être jamais trouvés. Dans ce cas, de rien. Mais convenons que tous les futurs conflits seront résolus avec des mots, pas de la violence. Marché conclu. Bien que je dois dire, tu as un excellent crochet du droit. Des années de cours d'autodéfense. Lila a insisté après que j'ai commencé à couvrir des histoires de corruption politique. Rappelle-moi d'envoyer une note de remerciement à Lila. Pourquoi? Pour avoir une meilleure amie qui t'a appris à te protéger. Ça a conduit à la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et dans la grande tradition des meilleures comédies romantiques, ils s'embrassèrent à nouveau alors que la caméra métaphoriquement parlant reculait pour montrer le magnifique manoir, l'océan étoilé, et 2 personnes qui avaient trouvé l'amour au lieu le plus inattendu de tous, dans les bras l'un de l'autre. Entourés des décombres de leurs plans soigneusement établis et de la promesse d'un avenir qu'ils étaient enfin assez courageux pour vouloir, tout le monde, semblait-il, vivrait heureux pour toujours, même s'il leur a fallu un peu de temps pour comprendre qu'ils le méritaient. Fin.